Mon fils était un petit peu, entre guillemets, violent au début. Et puis c'est surtout à l'école, tu sais, c'est toujours, ouais, ton père, moi je préfère David Guetta, ton père c'est de la merde. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est le DJ Bob Sinclar qui va venir nous raconter ses 30 ans, les 30 ans de son label. Il a sorti un livre, d'ailleurs, sur les 30 ans de la French Touch, avec Yellow Productions, qui est son label. Il va venir nous parler de tout ce qu'il a vécu en tant que DJ. C'est hyper intéressant. Je lui ai posé des questions sur les soirées les plus incroyables qu'il ait vues, comment il s'est créé au début, comment il s'est fait tous ses contacts pour y arriver dans ce milieu qui n'était pas le sien au départ. Il va venir nous raconter tout ça. C'est Bob Sinclar sur Légende. Et n'oubliez pas qu'on est dispo en podcast audio, aussi sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, on est partout. Et on est numéro 1 en ce moment, au jour du tournage. Donc merci 1000 fois. Vous pouvez les retrouver en audio si vous voulez nous écouter dans la voiture, si vous voulez nous écouter au boulot, avec les écouteurs en train de faire du sport aussi. En tout cas, merci à vous tous d'être là. Et c'est parti avec Bob Sinclar, on y va. Salut à tous, c'est Bob Sinclar sur Légende. C'est net, c'est précis. Merci beaucoup et bienvenue. Merci. Ça me fait plaisir d'avoir un gars qui a des cheveux bien entretenus. Oui, c'est ça, t'as vu, mais t'es sponsorisé pour les cheveux. Parce qu'on le vaut bien. C'est que c'est compliqué. Toi, tu fais des soins et tout ça. Hein, parce que non, moyen. Arrête, non, avoir des cheveux beaux comme ça, bien taillés, ouais. Je peux vous dire, il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Mais parce que je fume pas, je bois pas. Bah, attends, c'est surtout ça le soin. Non, mais ça fait plaisir aussi de voir qu'on peut bien vieillir, tu vois. C'est pas toujours le cas. Ouais, surtout avec la nuit, tu vois, les gens s'imaginent qu'on est des dépravés, tu sais, toujours mon métier est toujours associé à des choses un peu bizarres. Ah, bah oui, parce qu'en général, quand nous on sort, c'est le moment en général où les gens vont boire un coup, ouais. Etc. Et plus, voilà. c'est affinité. Et non, moi je fais pas partie du milieu de la nuit. Moi, je suis derrière. Moi, j'ai toujours aimé faire danser les gens, et c'est la musique qui m'a intéressé. Donc, je suis un artiste qui se produit dans les clubs. C'est marrant, quand t'es arrivé, tu m'as dit, tu sais, moi, il n'y a pas grand-chose de sulfureux et tout. Et j'ai dit, bah, ça tombe bien, c'est pas le but de l'émission. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu as vu de plus fou, tu vas nous le raconter. Ce qui est intéressant, c'est les parcours de vie, les échecs, les succès, comment tu rebondis sur un échec finalement pour en faire un succès. C'est ça qui est intéressant un peu. Bien sûr. Tu m'avais envoyé le livre que j'ai pas reçu. Ouais, il y a un voleur à la poste. Il y a un voleur. Mais peut-être parce qu'il n'est pas passé dans la boîte aux lettres. En fait, je suis en train de me demander, il y en a qui font pas d'efforts. Non, parce que c'est un joli bébé, hein, presque 4 kilos. 330 pages. Ouais, t'as sorti un énorme livre. C'est chez qui d'ailleurs? C'est chez moi. C'est chez toi? Voilà. Yellow? C'est chez moi. Yellow, on a toujours tout fait en indépendant, que ce soit la musique au départ. Et là maintenant, j'avais envie de raconter ça, l'histoire de la French Touch, dans quel contexte elle est née, que ce soit social, que ce soit musical. Et donc les albums qui nous ont influencés. Et puis je parle de tous les artistes de la French Touch, mais vraiment la French Touch 1.0, tu vois. C'est un beau livre, hein, c'est très quali. C'est un livre, je te le disais avant, vraiment un livre à mettre sur un chevalet chez soi, ou sur une table à garder, tu sais, en déco aussi, que tu lis, puis après que tu peux garder. Parce avec Lagerfeld, avec les bouquins d'un peu d'art, tout ça. C'est tellement ça. Il y a tellement de mecs qui ont tous ces petits livres un peu, tu sais, derrière pour montrer un peu ce que t'es. Ils les ont pas lus, mais là, ceux-là, ils vont le lire. C'est exactement ça. Tu continues de tourner, en même temps, tu produis, tu vas nous raconter... l'hygiène de vie, t'en parlais tout à l'heure. T'as vraiment une hygiène de vie ou c'est un peu pour l'image? Non, j'ai une hygiène de vie de dingue. Parce qu'en fait, j'ai toujours rêvé d'être sportif professionnel. J'étais fan de foot. Bon, après, j'avais pas de talent. J'étais fan de tennis. J'avais aucun talent. Ce sport ne m'aime pas. Je l'aime, mais ce sport ne m'aime pas. C'est ingrat, le tennis. Hein. Ah ouais, c'est ingrat. C'est ingrat. Et la première fois que je suis rentré dans un club, je suis réellement tombé amoureux du DJ. Ah oui? Ah ouais. Le fait il manipulait ses vinyles et il communiquait cette énergie organique à travers le sound system. Et les gens renvoient l'énergie corporelle, tu vois, ça discute, ça raconte une histoire. L'énergie, tu vois, qu'il y avait sur cette musique-là, à ce moment-là, Palace, Bain-Douche, c'était énorme. Dans les années 80, c'était énorme. Juste, j'avais noté, t'es le premier DJ français à remporter un Energy Music Awards à l'époque. 2007. Ouais, et le seul dans la catégorie DJ. Parce qu'ils ont fait... ils ont eu à un moment une lueur, et ils ont dit, on va faire une catégorie DJ, parce qu'à ce moment-là, ça explosait, et j'ai gagné à ce moment-là. Et après, ça a disparu. Et après, t'as vendu, enfin, on avait noté plus de 3 millions d'albums. Je sais pas si les chiffres sont bons, parce qu'on essaie de calculer. Ouais, franchement, j'ai jamais calculé, mais entre les singles, les albums, en fait, ouais, quand ça se vendait. Toi, t'es né où? Tu viens d'où? Moi, je suis né à Paris 11e, dans le Marais, à la frontière Marais, j'ai pas bougé du Marais. De quel milieu t'es? T'es un milieu d'artiste, un milieu au contraire qui n'a rien à voir? Non, maman était assistante de direction, mon père un peu loser. Je vais pas en parler en bien, donc on va pas trop aborder son truc. Non, parce que mais non, rien de spécial. Pas de musique à la maison vraiment, pas d'art en général, mais non, assez. T'as manqué de rien non plus? Assez modeste. Si, j'ai manqué de tout, mais en fait de rien.
Enfin, je veux dire, quand tu pars de rien, tu manques de rien, tu vois, t'as besoin de rien. J'ai te demandé, c'est intéressant dans les parcours de comprendre aussi le vrai truc, parce que souvent on dit c'est parce que je fais dans une boîte, mais qu'est-ce qui t'a manqué ou qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie d'avoir une vie un peu extraordinaire, parce que c'est des vies extraordinaires, comme la tienne, qui demandent beaucoup d'investissement, des sacrifices au départ, à des moments, beaucoup de travail. Tu vois, est-ce que t'as manqué d'un truc dans ta jeunesse? Non, j'ai manqué de rien. J'ai manqué de rien parce que j'avais besoin de rien. C'est juste qu'à un moment, à 18 ans, quand tu veux t'acheter des vinyles, parce que t'es passionné de ça, un vinyle, ça coûtait 10 €. 10 € pour une chanson. Putain, ouais. Après, il fallait s'acheter les platines disques qui coûtaient à l'époque, je me rappelle, au moins 3000 francs. Donc ça correspondrait peut-être à 500, 600 €. Il en faut 2 plus une table de mixage. Donc évidemment, à Noël, mon anniversaire, maman a fait l'effort. Elle économisait. C'était pas facile, mais je vivais ma passion. Ah, tu découvres la musique, on a une photo là qui s'affiche à l'image. T'es bébé sur une platine. Tu mixais là, tu commençais. Ouais, non, mais je mixais pas. Non, mais tu t'amusais un peu à. C'est en 71. Donc tu vois, j'ai 1 an et demi et mon grand-père collectionnait les platines en plastique avec les 45 tours sûrement et il adorait faire des photos. Et il me disait, parce que ces photos je les connais depuis longtemps, il me disait ta passion, vraiment, c'est de prendre les 45 tours, de les mettre sur la platine et de les enlever. De les mettre et de les enlever. Évidemment, je mettais pas le diamant, hein. Imagine à cet âge-là. Le diamant, c'est le petit objet qui touche le vinyle. Le saphir, comment tu dis ça? Non, c'est un diamant, non, c'est ça? Un diamant. Non? C'est pas un diamant, mais c'est la tête de lecture. Ouais, la tête de lecture. Je la mettais ça pas. Ça se casse, c'est très fragile. Exactement. Donc, mais c'est fou quand même, parce que ce côté, je pense que la première fois que j'ai eu un vinyle entre les mains, vers 17-18 ans, enfin la première fois que j'ai commencé à acheter un disque, peut-être qu'il y a eu une connexion organique avec ça, je sais pas. C'est marrant. Parce que tu dis, un jour, tu vas en boîte, tu vas tomber amoureux de ce taf, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais entre le moment où tu étais, on va dire, jeune, ado, etc., après, t'as envie de faire quoi dans la vie? Avant de découvrir et de tomber un peu amoureux de ça? Non, je suis un peu dans le dur. Je suis un peu dans le dur, pour tout avouer, parce que j'ai une telle connexion avec la musique. Et je me dis, qu'est-ce que je vais en faire? Je parle à l'être suprême, à cette énergie suprême. Je dis, mais pourquoi tu implantes ça en moi? Pourquoi tu me mets cette énergie alors que je ne suis pas musicien de formation, que je ne peux pas travailler dans aucun département, si tu veux, de la musique? Et petit à petit, c'est venu, quoi. Donc, j'ai commencé à acheter des disques. Mais au départ, j'ai acheté tellement de disques, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vois, à chaque fois, je me suis dit, à quoi ça va mener de dépenser autant d'argent là-dedans? Tu joues d'un instrument ou pas Non. du tout? Avec 2 doigts, tu vois, un synthétiseur, des petites choses comme ça, des petites bricoles. Moi, je suis un assembleur de sons. Je suis bidouille. Je suis né avec la culture hip-hop parce que c'est le rap qui m'a donné envie de faire de la musique. T'es un vrai fan de musique, c'est marrant. Ah ouais. C'est pas à faker, quoi. C'est pas une légende de quelqu'un qui va dire je suis fan de musique parce que je suis DJ. C'est vraiment t'es fan, t'es un vrai fan de ça. Tu peux pas faker ça, c'est impossible. Surtout pendant le confinement. Enfin, je sais pas si tu as prévu d'en parler, mais tous les jours, ça m'a permis de faire découvrir la musique que j'aimais, quoi. Tous les jours, des mix différents avec de la musique différente que je numérisais, que je recyclais, que je rééditais pour pouvoir les jouer. Et les gens ont découvert des trucs, des classiques, quoi. Comment tu te lances en DJ? Tu dis que tu vas en boîte, tu vois un DJ. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment on commence dans ce métier? Il n'y a pas d'école? Enfin, si, maintenant, je crois qu'il y en a. Non, il y a des écoles de DJ qui sont super, même. Mais qui forment pas seulement DJ, qui forment aussi au métier du light jockey, vidéo jockey, micro pour parler à la radio. Non, c'est assez intéressant. Il y a une évolution. Mais tu te dis pas ça. T'es en 87, 88, t'achètes des disques, tu penses même pas qu'un jour il y a quelqu'un qui va te donner l'opportunité de jouer dans un club. Donc tu collectionnes, tu fais tes mix. Moi, je faisais des cassettes pour aller à l'école. J'enregistrais mes cassettes, je faisais des mix. Mais à un moment, j'ai eu envie de partager ça avec des gens. Je me dis, tiens, t'es peut-être capable de les faire danser. C'est autre chose. Hein. Mixer dans sa chambre et faire danser les gens, c'est autre chose. Hein. Tu tapes quand tu essayes au début, la première fois que tu deviens, on va dire, DJ, réellement, où tu as des gens que tu ne connais pas, je parle pas des copains, si tu fais danser des potes. Est-ce que parfois tu te tapes des fours, justement, et t'apprends au fur et à mesure, où tu dis, tiens, ça marche pas, un enchaînement comme ça, c'est nul? Bien sûr, bien sûr. Au départ, la première fois que j'ai joué dans une soirée qu'on avait organisée avec mon pote DJ Yellow, on commençait, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour mixer le son qu'on aime. L'acid jazz, la soul, le rap à ce moment-là. Et j'ai dit, allez, je vais faire une petite playlist. Je vais préparer le set en amont. Sauf que les gens, quand tu commences à mixer, les gens, ils connaissent pas cette musique. C'est une musique qui se jouait pas à la radio, elle s'achetait pas, ça existait uniquement sur vinyle, donc les gens me regardaient, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Donc elle dit, ah ouais, d'accord, donc je transpirais, pourquoi tu danses pas, c'est une musique que j'aime, vas-y, bouge. Non. Il faut apprendre à faire danser les gens. Il faut les amener dans ton univers, faut pas les forcer à écouter un truc pour lequel tu es passionné. Tu les regardes, genre quand tu sais, où t'es penché en avant sur tes platines? Aujourd'hui ou avant? Non, avant. C'est-à-dire que, est-ce que quand tu lèves les yeux et que tu vois que ça danse pas, t'es gêné, tu dis, putain, qu'est-ce que je dois faire? Tu cherches un vinyle en urgence, un peu facile? Ouais. Non, un peu, oui, bah, c'est exactement ça. Mais après, avec l'expérience, tu prévois.
un disque sur 3, ça va être quelque chose d'un peu plus connu, etc. Tu te fais des petites colonnes vertébrales de choses qui vont te permettre de capter l'attention. Pour faire relever les gens qui sont allés s'asseoir, c'est ça en fait le ouais, là, ça se voit plus. C'est le secret du truc, quoi. Hein, de quoi? Là, ça se voit plus. Hein. C'est pas c'est pas les booms. Là, tu te souviens de tes booms, tes premières booms. Mais oui, je te parle du tout début. Elle ressemble à quoi la première soirée à laquelle tu mixes? Ah, je me rappelle très bien c'était le Studio A à l'époque, avec DJ. Je sais pas si toi, t'es trop jeune. Mais on avait loué ça, il y avait 3 salles, donc ça faisait 1500 personnes. On avait distribué les flyers dans tout Paris. Et c'était uniquement black music, tu vois, soul rap, acid jazz, tu vois, enfin ce qu'on aimait du moment. Et c'était dingue. C'était dingue parce qu'on s'est dit, waouh, je partage ça, je partage ma passion avec des gens, j'essaie de les faire danser. Ça a été un pseudo-succès quand même. Alors, non, parce que faire la promo, c'est aussi un métier. Hein. Ah bah ouais, t'apprends tout ça. Et t'es devant combien de personnes pour une première soirée, au départ? Oh, je sais pas, il devait y avoir 500 personnes dans une salle du faisait 1000, tu vois. Donc c'était un peu classique. T'as jamais joué devant 10 personnes? Ah, pour des anniversaires, pour mes potes, je le fais avec plaisir. T'es encore appelé? Il y a des mecs qui t'appellent pour des anniversaires? Ah ouais, bien sûr. Des gens qui ont beaucoup de moyens et qui veulent un DJ très connu, qui t'aime depuis des années, qui te demandent, ça arrive, ouais? Ouais, mariage, bar mitzvah. J'essaie d'en faire. J'en fais très peu parce que c'est compliqué. Parce que les gens ont envie de se payer quelqu'un, ils se payent un nom. Et en fait, ils sont pas forcément toujours d'accord avec la musique que tu passes. Mais bon, tu adaptes. Quand tu fais des mariages, tu dis, bon, allez... Mais c'est une bonne école. Le mariage? Oui, la résidence. Moi, j'ai fait résident DJ. Ça veut dire que t'es toujours dans la même boîte? Voilà, tu fais toujours le même club parce que je joue pas encore à l'étranger. Donc le résident, qui est toujours un peu décrié, un petit peu dénigré, tu vois, c'est vraiment, je pense que c'est la meilleure école. T'as une histoire drôle dans un mariage? Il t'est déjà arrivé une anecdote un peu, parce que si t'en fais beaucoup, ou dans une bar mitzvah, ou est-ce que t'as déjà vécu un truc un peu étonnant, tu vois? Tu te retrouves à mixer, je sais pas, un truc drôle. Tout de suite là? Ouais. Non, c'est pas très drôle, hein. C'est vrai? Mariage, non. Bah alors, pas si tu fais une bar mitzvah, oui, tu fais. Alors, ce qui est sympa, c'est que je pense que c'est surtout les parents qui me prétextent pour faire plaisir à l'enfant. Mais l'enfant de 13 ans, il a envie de voir, je sais pas moi, Mbappé, tu vois. Il a envie de voir Maître Gims, tu vois. Il a pas envie de voir Sinclair. Qui c'est celui-là avec ses cheveux longs là, papa? Bah, donc du coup, le père vient me dire si tu pouvais jouer ça, ce serait sympa, tu vois. Ah oui, tous les enfants qui sont là, c'est hyper sympa. On fait une belle fête. Est-ce que tu as eu une catastrophe? On demande ça à tous les invités à un moment donné. Est-ce que tu fais une énorme erreur dans une soirée? Je sais pas, tu fais une connerie, tu pètes une platine, il n'y a plus de musique pendant 3 minutes. Est-ce qu'il t'arrive une catastrophe? Non, il m'est arrivé des trucs de dingue. Hein, quelqu'un qui... Tu sais, parfois les gens sont assez près des platines, donc quelqu'un qui te vole la clé USB, par exemple. Tu vois, maintenant, c'est des petits clés USB, tu sais, comme des disques durs. Et puis, avec les platines, tu vas chercher dans les disques durs tous les titres, titre par titre. Hein. Je te dis bien, parce que parfois, il y a des sets enregistrés, ce qui est jamais mon cas. Et le mec pique la clé USB, il part avec. Dans la soirée? Dans la soirée, comme ça. Donc, j'espère que tu as une clé de secours, parce que tu vois, il faut avoir une clé de... Putain. Voilà, il y a aussi, je sais pas, je suis à l'Amnésia, au Cap d'Agde. Grosse boîte? Grosse boîte, gros club. On doit être en 2001 et je suis un peu pressé, je sais pas pourquoi je suis en retard, je suis encore avec les vinyles. Je dois avoir une centaine de vinyles avec moi dans un sac, tu vois. Et puis il avait changé le DJ de place et il y avait une fontaine derrière le DJ. Donc moi je passe par-dessus machin et les disques tombent dans la fontaine. Les disques en vinyle, les pochettes, tout tombe dans la fontaine. Donc j'ai 3 potes avec moi, donc ils sont avec moi avec des... Oh, alors le vinyle ça risque rien. Ah, ça peut aller dans l'eau sans Ouais, ça peut aller dans l'eau tranquille. Mais en train d'essuyer, donc les pochettes sont mortes. Oui, parce qu'il y a même de la micro-goutte à l'intérieur. Non, alors avec du sopalin, tu vois, on essuie les disques un par un. Au fur et à mesure dans la soirée, machin. Ouais, au fur et à mesure. Ah, waouh. Putain, ça doit être stressant quand même d'arriver à chaque fois. Ça doit être le côté cool et le côté un peu stressant de ton métier. C'est-à-dire que tu voyages beaucoup, on va en parler après. Ouais. Tu vois, de la difficulté de parfois être peu chez soi par moment, j'imagine. Mais tu arrives toujours avec des gens que tu connais pas, tu es toujours entouré de nouvelles personnes. C'est un peu l'avantage de son inconvénient, tu vois. Moi, j'adore faire danser les gens. J'ai toujours un challenge, je suis toujours très, très excité. J'ai une petite pression si je mixe à Ibiza ou si je peux mixer dans un gros festival comme Tomorrowland où tu as des gens du métier, mais tu as aussi des clubbers qui sont là, donc il faut faire un peu plaisir à tout le monde et surprendre les gens. Donc, ouais, mais je suis un boxeur dans l'arène et je suis prêt à en découdre avec le dance floor. C'est quoi le moment où tu as eu le plus peur? Est-ce que tu es déjà rentré dans une boîte et tu as vu quelqu'un de très important? J'en sais rien, tu sais vraiment... Tu veux dire quand j'étais en tant que DJ ou... En tant que DJ, ouais. Est-ce que tu t'es retrouvé quelque part et tu as eu un vrai coup de flip en voyant quelqu'un? Tu sais, au début même,
tu vois quelqu'un que t'aimes beaucoup, qui t'impressionne, ou je ne saurais même pas te dire qui, je sais pas qui. Ouais. Je peux te dire un moment où je faisais une date dans les Bahamas. Je rentre dans le club, hyper sûr de moi, tu vois, alors très très sûr de moi, et je commence à jouer mes 3 premiers disques, et à un moment, il y a un mec qui me tape sur l'épaule comme ça, je me retourne, parce que le mec faisait 2 mètres, c'est Michael Jordan. Ah wow. Michael Jordan, il me glisse dans l'oreille comme ça. Ça t'ennuie pas de passer un peu de rap? Donc toi, t'arrives, les gens m'attendent pour ce que je joue, tu vois, et je lui ai fait plaisir. Ah, c'est... Ah bah oui. Donc d'un coup, au bout de 4-5 disques, les gens, je passe, parce que j'ai toujours pas mal de trucs sur ma clé, et je lui fais une petite série de 3-4 trucs hip-hop parce que bon, la légende. Tu faisais des études en même temps au début, tu as continué. Est-ce que tes parents t'ont demandé de continuer tes études? Si, j'ai fait un bac plus 2, j'ai commencé un BTS, j'ai été au bout. J'ai pas eu le BTS, mais j'étais déjà tellement dedans. Mais faut aller au bout d'un projet. Déjà, pour faire plaisir à ses parents, c'est important. Et tu parlais de ta maman, tu étais plus proche, et t'as soutenu dans ton envie de faire DJ? Maman, c'est exceptionnel. Chantal, elle travaille encore avec moi aujourd'hui. C'est elle qui gère le label. Mais bien sûr. Alors, elle était assistante de direction, je ne sais plus dans quelle boîte. Et à 65 ans, elle est partie à la retraite. Je lui dis, je crois que tu vas rester en peignoir chez toi à vieillir et que je te regarde vieillir tranquillement. Non, ça, c'est hors de question. J'ai besoin de toi. Je lui dis, viens 1 jour par semaine, 2 jours par semaine. J'ai besoin de toi pour gérer ça. Et du coup, elle vient 5 jours par semaine. Elle est sur les réseaux. 77 ans, elle lâche rien. Et depuis toujours, tu vois, parce que quand j'ai commencé, je dis, maman, j'aimerais bien quand même... j'ai pas de plan B, tu vois, j'ai envie de faire ça, c'est ma vie, j'étais passionné. Je pense que ça maintient le cerveau, en plus, le fait de travailler. Pour elle, ça c'est certain. Bien sûr, même si c'est un jour ou deux. On a tendance un petit peu à mettre de côté les seniors, mais ils ont beaucoup à nous apprendre. Mais à ce moment-là, elle m'a pas dit, ouais, tu vas finir drogué, alcoolique, comme ton père, non. Je l'ai placé celle-là. Non, elle avait confiance en moi. Je lui ai dit, maman, écoute, c'est la folie, c'est ce que je veux faire. Donc, et elle a vu que j'avais pas de plan B. Tu vois. Tu disais que, dans une interview que j'ai regardée, tu disais qu'au début de ta carrière, tu passais beaucoup de sons commerciaux. Alors. Et que c'est pas ça, c'est quand tu es résident. Quand j'étais résident un peu au bain-douche, un peu au Palace, j'essayais de gagner un peu d'argent pour payer mes disques. Parce qu'à l'époque, tu jouais 6 heures, 7 heures de suite pour 100 €. Hein. Bon. Mais j'étais content qu'on me donne de l'argent pour jouer pour ma passion, c'était fantastique. Et je me rappelle vraiment de moments où, à 2 h du matin, je voulais jouer des trucs de... Il y avait le R&B, il y avait du R&B qui arrivait des US, comme... il y avait Brandy, il y avait Rex in Effect, il y avait un peu de New Jack qui arrivait à ce moment-là. Et je jouais des trucs un peu plus down-tempo vers 2 h du matin. Et le directeur artistique venait vers moi et me disait « Qu'est-ce que tu fais? Les gens vont partir. » Et je disais, les gens, ils ont payé 100 € l'entrée, enfin, je sais plus comme ça, pardon, 20 € l'entrée. Ils vont pas partir tout de suite. Ils sont contents d'être là, il faut leur faire découvrir des choses. Et petit à petit, on va jouer un petit peu plus commercial. Non. Et du coup, je me suis fait virer. Ah, waouh. Ah ouais. Ça t'a aidé, finalement, te faire virer? Ouais, ça, c'est un échec qui t'a servi? Non, ils m'ont viré, mais comme un malpropre. Hein, et surtout au bain-douche à l'époque. Et je me suis dit, et je disais à mon associé, je disais à Alain, et on est passionné d'autre chose, là, il faut faire autre chose. C'est bien de gagner de l'argent, mais on ne peut pas faire ça à tout prix. Si tu souffres dans ce métier, les gens vont le voir, et ce n'était pas le but premier. Moi, ce que je voulais, c'était jouer ce que j'aimais et faire découvrir des choses aux gens. Donc, j'ai arrêté, et j'ai dit, Alain, viens, on monte un label, on fait des disques, et c'est pas grave si on en vend 1000, on va aller à Londres, on va aller partout, et on verra. Et tu te retrouves à vouloir faire tes propres sons, c'est un peu ça le truc. Comment on se lance là-dedans? Tu sais que tu débutais, comment tu enclenches la machine? Bah écoute, si tu veux, c'est assez drôle, c'est que j'achetais des disques, j'achetais beaucoup de rap à la base, et j'ai rencontré Alain, DJ Yellow, dans un magasin de disques dans le Marais. Et je lui ai dit, je voyais qu'il écoutait de la soul, du jazz, et il me faisait découvrir en fait les originaux, tu vois, que les DJ américains samplaient pour créer les instrus de rap. Donc j'ai dit... c'est incroyable, parce que je pensais que c'était des musiciens fantastiques. Alors, c'est des musiciens fantastiques, parce que sampler, c'est un vrai métier, c'est un talent. Et donc, lui avait une grosse collection de soul, une grosse collection de jazz. Et je lui ai dit, écoute, ensemble, moi, je vais acheter un petit sampler, j'ai envie de commencer ça. Et petit à petit, tu bidouilles des sons, tu fais des trucs dans ta chambre, et puis un coup, tu dis, tiens, ça, c'est sympa, on va faire un disque. Sampler, c'est assembler. Ouais, sampler, c'est enregistrer un petit bout d'un morceau déjà préexistant sur un disque, et qui, mis en boucle, que tu vas mettre en boucle, va créer une nouvelle hypnose sur laquelle tu vas pouvoir mettre des musiciens, des chanteurs ou des rappeurs. Reprendre une base existante et créer une base avec des petits bouts de musique déjà existants. Et ton label, tu l'as créé en 94, c'est ça? Ouais. T'as 25 ans à l'époque. Ouais. Il s'appelle Yellow Production, donc c'est avec ce label que tu produis le livre, là, sur les 30 ans justement. C'est il y a 30 ans tout pile déjà. C'était il y a 30 ans pile. Ça va vite, hein?
Ça va très très vite. Tu sens que ça va vite aussi? Ouais, ça va vite. C'est quand on a des succès qu'on a l'impression que ça va de plus en plus vite aussi. Non? Quand tu as un succès, ça s'accélère. Ça s'accélère un peu. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal d'avoir un gros succès. Surtout après 10 ans. Parce que 94, je fais pas mal de projets acid jazz, trip-hop, sous différents noms. Parce qu'au départ, tu penses pas que tu peux faire carrière sur le nom d'un artiste. Le DJ n'est pas encore un artiste à part entière. C'est toute la French Touch qui a créé cette image sur la musique. Tu t'appelles comment au départ? Est-ce que tu avais un autre... Ouais. Mon pote Alain, il me disait, ouais, tu ressembles à Popeye des bronzés. Tu fais pas tellement trop DJ. C'est vrai? Ouais, je te jure. Tu fais pas trop DJ perturbé, tu vois, un petit peu dépressif, qui boit un peu d'alcool et tout. Donc tu fais plutôt genre... Donc on va t'appeler Chris de French Kiss. Ça va être sympa. Bon, tu trouves pas toujours des noms, tu vois. Non, mais c'est drôle, justement. C'était ton premier pseudo, Chris de French Kiss? Ouais, ne ris pas. T'étais... c'est drôle, ok. Et tu l'as pas gardé longtemps? Ah bah non. Non. Mais si tu veux, c'était toujours... Sur les disques, c'était toujours produit par Chris de French Kiss. Et puis j'ai fait des projets... Est-ce que ton prénom, c'est Christophe? Christophe, ouais. C'est ça. Ouais, c'était moins glamour, enfin, ça partait mal. Et donc au départ, donc lui, DJ Yellow, il s'appelle donc Alain, et QTB aussi qui est avec vous, c'est ça sur Alors j'ai rencontré QTB ensuite dans une soirée hip-hop, qui lui était musicien de formation, qui jouait de la trompette, multi-instrumentiste, vraiment beaucoup de talent. Et donc moi, avec mes samples, bon, je faisais des bases de samples, lui jouait de la musique par-dessus, parce que la combinaison des musiciens, des sampleurs, des chanteurs, tout ça, la musique, c'est vraiment un partage de studio, et on a donné naissance à des beaux projets. Et ça marche tout de suite, ou c'est dur au début, comme beaucoup de grands projets? C'est pas dur, parce qu'à partir du moment où on fabrique les disques, on fabrique 1000 vinyles, qu'on prend une voiture, qu'on va à Londres les distribuer de la main à la main, et qu'on les vend en un jour, déjà, quand tu as vendu 1000 vinyles, tu dis c'est déjà un succès. Putain. Donc après, je prends l'argent, je réinvestis dans encore 1000 vinyles, puis on fabrique des pochettes petit à petit, on prend des photographes, tu vois, on prend des graphistes, tu vois, tout ça, ça coûte quand même, hein, donc il faut réinvestir constamment. On n'a pas pris d'argent pendant 6 ou 7 ans. Ouais, au début, tu es seul à croire en toi, entre guillemets. Ah ouais. C'est comme toutes les carrières artistiques. Ouais, parce que surtout en France, tu as un peu honte de dire que tu peux pas faire un disque et mettre que c'est français. Il y a une certaine... à la base, les DJ sont la plupart résidents. Il n'y a pas de petit label qui se crée au début des années 90 pour produire cette musique qui est électro, techno, house, rap. Ça vient de Détroit, ça vient de Chicago, ça vient de New York. C'est passé par l'Angleterre. Les Belges ont été bien avant, bien précurseurs par rapport à nous. Les Allemands, les Italiens, Espagnols. Et au milieu de ça, on est arrivé un petit peu sur le tard. Mais bon, on a bien explosé. Tu vas produire un autre artiste que tu vas signer, Dimitri from Paris. Ouais. 300 000 albums vendus. Dimitri, qui à l'époque fait les défilés de mode Chanel, qui travaille avec Michel Gobert. Il vient nous voir avec des maquettes. Il dit, tiens, je fais des morceaux inédits pour ces défilés. J'ai envie de faire un disque avec. Donc c'était easy listening. C'était un petit peu complètement à l'opposé de ce qu'on faisait, mais il était tellement animé d'une passion et il avait déjà une très grosse crédibilité en tant que DJ. Donc on s'est dit, allez, on va le faire, c'est un beau projet. Moi, j'étais dans ma chambre d'ado toujours. Hein. J'entreposais les disques dans le local à poubelle. Ah, c'était de l'artisanat. Hein. Putain. Et c'est toi qui envoyais les disques? Et je faisais les cartons en bas dans le local à poubelle au début. Après, j'avais loué un tout petit magasin dans le Marais dans lequel j'entreposais les disques. Maman venait m'aider, Alain venait, tout le monde maintenant, on faisait les disques, on les envoyait partout dans le monde. Tu parles de ta mère, tu pars à 25 ans de chez ta mère? Ouais, 25 ans. Pourquoi tu commences à gagner ta vie? Tu peux payer un appartement? Je voulais pas partir de chez maman, moi. J'étais bien. Il n'avait pas son linge à faire. Il était bien aussi. Moi, maman, voilà, trop d'amour. Et donc tu pars, tu commences à gagner suffisamment ta vie pour prendre un appartement? Ouais, alors, ça c'est bien, 6 ans après. Putain. 6 ans après. Franchement, sincèrement, il n'a pas gagné d'argent pendant 5 à 6 ans. Mais c'est pas grave. À partir du moment où je vis une passion vraiment qui n'a pas de limite. Tu vois, à ce moment-là, on crée de la distribution qui va exporter des disques à travers le monde. Si tu veux, à ce moment-là, il y a une effervescence au niveau des musiciens, enfin du talent français. Tout le monde se révèle, tout le monde monte son petit label, tout le monde exporte dans le disque, et il y a vraiment les projecteurs sur la France à ce moment-là. Donc en fait, il y a une émulation fantastique. Oui, mais pas gagner d'argent, ça va bien un temps. Il y a un moment donné, si tu veux faire Bon, je te dis, j'ai habité longtemps chez maman, et puis je faisais des petits boulots à droite à gauche, tu vois, j'ai bossé dans un petit magasin de chaussures, ça bricolait, puis je te dis, j'avais des petites résidences, on jouait un petit peu à Paris dans les bars, donc c'était 100 balles par-ci, 100 balles par-là. Bon, écoute, tu sais, moi j'étais prêt à gagner 1 500 €, 2 000 € toute ma vie pour faire ce métier-là, il y avait pas...
C'est ce qu'on te propose après un bac+2. Ouais, bien sûr, fantastique. bien sûr, bien sûr. Tu vas faire ton premier titre sous le nom de Bob Sinclair au bout de combien de temps? Bah, ça part au bout de 97, au bout de 3 ans. Je vois quand même, j'écoute un maxi d'un DJ qui s'appelle DJ Gregory, qui sample un truc de funk. Et je dis, tiens, c'est marrant, c'est un peu la même musique que je sample pour faire des trucs plus down-tempo. Et lui, il accélère. Ah, ok, attends, je vais essayer d'accélérer, faire un peu disco, funk, comme ça. C'est venu naturellement. Il y a un premier maxi qui est sorti, un deuxième maxi, vinyle, tu vois, un titre, 2 titres, face A, face B, 3 maxi qui cartonnent, on fait vraiment des gros chiffres. Alors, moins que Dimitri, il y a eu Dimitri, Kid Loco, tu vois, il y a eu Salomé de Bahia qui commence aussi. Salomé de Bahia, on a fait des albums avec. Et je trouve ce pseudo, parce que j'adore le film Le Magnifique de Jean-Paul Belmondo, j'ai envie de créer un personnage disco à la française, un espèce de mélange entre Arsène Lupin, James Bond, Céron, tu vois, il faut des moustaches. Donc au départ, je me mets même pas en avant sur ce projet. Donc je fais un truc entre Hugh Hefner, Playboy, enfin tout cet univers un peu kitsch des années 80 sur le personnage. Et puis je fais de la musique disco filtrée pour les clubs. C'est là que tu t'appelles Bob Sinclair pour la première fois. Voilà. Mais sans montrer ton visage au départ. Ouais, non. Il n'y a même pas de clip ou quoi? Non, parce que, je te dis encore une fois, on ne peut pas s'imaginer que le projet va perdurer et puis que tu vas pouvoir exploser à travers ce nom et que tu vas jouer. Il n'y a pas de demande. Il n'y a aucune demande sur les DJ français pour aller jouer ailleurs qu'en France. Putain. L'année d'après, tu vas sortir ton premier album qui s'appelait Paradise. Titre en collab avec un ex-Daft Punk. Ouais. Ça, c'est vrai ou pas? Oui, bien sûr. On a pris des infos. Comme l'album, non mais c'est exactement ça, c'est comme l'album, il est un peu pensé comme une compilation. Donc il n'y a que Tibi, mon pote, je lui dis tiens, fais un morceau parce que je ne peux pas faire tout seul. Et je rencontre Thomas Bangalter dans un avion en allant à Miami. Et il nous fait écouter sur sa platine en plastique Stardust, qui va devenir un tube énorme. Et je dis, waouh, c'est incroyable, c'est un truc de fou, la dynamique qu'il y avait étouffée dans la chambre. Enfin, tu vois, on est tous avec des home studios, on bricole. Et je lui dis, je vais absolument faire un remix de ça, fais-moi plaisir. Oh, ok, puis je te ferai un remix pour ton album, si tu as besoin d'un... Alors ça, c'est incroyable, parce qu'à ce moment-là, il a déjà sorti Homework. L'album qui s'est vendu à des millions dans le monde, c'est les stars absolues, et vraiment les leaders de cette French Touch. Donc il file un gros coup de main, parce que je lui file un titre, il me dit, oh, ton titre, bon, il me plaît moyen. Donc tiens, j'ai bricolé un truc avec un bout de sample et la voix de Jane Fonda, tiens, vas-y, prends. C'est comme si c'était un remix. Tu sais, à un moment, t'es là, t'es dans une dynamique, tu te dis, ouais, ok, on le met sur le vinyle, tu fais un petit contrat à la main et c'est parti, tu vois. Putain, incroyable. Et ça booste l'album, ça fait exploser l'album, parce à ce moment-là, il a le son. Il a le son du moment. C'était Gym Tonic? Ouais. Non, c'est ça s'appelait comme ça. Et ça cartonne et ça te permet de te faire découvrir auprès des gens, ou c'est une première étape dans... C'est énorme. Clairement, les vinyles, la vente de vinyles, parce qu'on sort le vinyle en premier, ça explose. Et l'album, là, je commence à travailler avec des gros labels qui font des licences. Donc, je fais des licences, donc je leur donne l'autorisation de sortir le disque dans le monde entier. Et l'album, non, ça commence à être pas mal. Mais c'est là que je me pose la question. Je me dis, les gens commencent à vouloir des interviews. Qui est derrière ce projet? C'est quoi ce truc? Donc et là, je me pose des questions. Je me dis, c'est la première fois qu'on me demande en interview. On avait fait des interviews pour le label avec Alain. On était vraiment sous le nom de Chris adulés. Yellow Productions, DJ Yellow, Chris the French Kiss, machin, les nouveaux, tu vois, artistes électro de la scène française. Donc adulés dans la presse. Et qu'est-ce que je fais avec ce Bob Sinclair, tu vois? Mais je vois qu'il y a énormément de demandes. Putain, c'est drôle. Oui, et là, je me dis, tu vas enfin vivre ta passion. Tu vois, là, vas-y, tu vois, t'es appelé dans le monde entier. Ouvre la porte. Les gens t'appellent Bob? Ouais. Dans la rue, ouais, Bob. Ouais. C'est toujours sympathique, tu vois, il n'y a pas d'agressivité, tu vois. Ah bah non, bien sûr. Non, parce que tu sais, quand t'es chanteur, enfin sûrement quand t'es acteur, il peut y avoir un peu plus de... Tu vois, les gens pensent que tu leur appartiens, ou j'en sais rien, ou tu as un peu usurpé une notoriété que t'aurais pas mérité. Là, le côté DJ, c'est cool. Oui, comme ça. Oui, c'est ça, c'est plus des petits clins d'œil, des trucs comme ça. C'est pas des fans relous qui vont rentrer chez toi. Après, dans les clubs, t'as toujours des mecs un peu bourrés qui disent tu peux pas me passer. Tu viens d'arriver dans le club, tu peux pas me passer Love Generation, s'il te plaît, vas-y. Je dis, attends, détends-toi, je viens d'arriver, profite. On va parler des fans après, c'est intéressant. Parce que toi, tu as fait des morceaux qui se sont vendus à l'étranger, dans plein de pays. Et du coup, est-ce que tu es reconnu aussi dans la rue par des fans, à des moments où tu es en vacances, en famille, des moments où tu as envie d'être tranquille, fait une grosse notoriété? Ouais, alors après, le truc d'envie d'être tranquille, tu vois, les gens qui disent « Ouais, laissez-moi, j'ai envie d'être tranquille », je dis « À un moment, fais pas ce métier. Hein »
tu es aimé, tu as du succès pour ce que tu fais, sois reconnaissant que les gens te demandent une photo. Je me souviendrai toute ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, qui à un moment était un peu diminué, il n'a jamais dit non à une photo. 10 photos quand il est à table, on est en train de manger, bien sûr, vas-y, viens, fais la photo. Jamais oublier d'où on vient, c'est la base. Non, je parlais plus de... parfois, des invités nous racontent ce moment où ils peuvent avoir leur enfant dans les bras, on les prend en photo sans leur demander, ce genre de truc qui peut déranger certaines personnes. Voilà. Ça me dérange absolument pas. C'est en 2000, la naissance de ton premier enfant qui s'appelle Raphaël. Ouais. Après, tu auras une fille 3 ans plus tard qui s'appelle Paloma, avec qui d'ailleurs, tu es allé à Quotidien il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Avec les deux, hein. Avec les deux, ouais, c'est ça. Vous êtes c'est des stars maintenant. Ils sont plus... Non, mais je sais pas pourquoi, tu sais, tu fais un truc, tu dis à ta fille, elle passe au studio un jour, et tu dis, tiens, fais un petit mix là pour voir, parce que je leur ai toujours donné des cartes artistiques. Je leur ai toujours Sans dit, les pousser. Non, faut pas forcer. Tu donnes des petites cartes art, donc c'est-à-dire peinture, lecture, musique, DJ. Tu vois, tu dis tiens, on va voir, peut-être tous les enfants sont doués pour quelque chose. Donc en fait, elle vient au studio, comme elle est née avec ça, hop, elle pousse un truc, je le filme, caméra, téléphone, pardon, partage sur réseau, comme ça, tu vois. 6 millions de vues sur la vidéo. Ah, ça sert à quoi de faire de la musique, en fait? Attends, faut que je change mon fusil d'épaule. Incroyable, parce que la relation père-fille. Et ça, je ne l'ai pas calculé, si tu veux, parce que je vois que les relations parents-enfants, c'est souvent compliqué. Le père et la fille, en plus, il paraît que c'est... Alors toi, tu as les deux. Ouais. Moi, j'ai qu'un petit garçon pour l'instant, mais est-ce que tu vois une différence de proximité avec la fille? Il paraît que la mère, c'est plus le fils. Tu sais, la proximité, est-ce que tu vois là, c'est le contraire. En fait, au départ, c'est le contraire. Au départ, mon ex-femme, elle s'est un peu accaparée la petite parce qu'elle voulait pas de fille. Tu sais, quand des femmes ont été très belles, elle dit je veux pas que... Elles ont peur de la concurrence de la fille. Donc, et elle a tellement culpabilisé quand elle a vu sa fille naître que c'est ma fille. Donc voilà. Et moi, c'est vrai que je me suis très concentré sur le fils parce que j'ai pas eu de père vraiment. Et j'en ai beaucoup souffert, bien sûr, mais c'est ce qui m'a aussi donné la rage. Donc après, c'est un débat. Qu'est-ce qu'il faut donner aux enfants? Trop, pas trop? Moi, j'ai été un peu dans l'excès. De donner, tu veux dire... L'excès d'amour, mais il n'y a jamais assez d'amour. Mais c'est vrai que mon fils, à 4 ans, 5 ans, il était avec moi sur le tournage de Roxy's Party, le clip. Je l'ai emmené à Montréal, donc il prenait l'avion avec moi. Mais c'est fantastique de voyager avec son fils. Tu verras en tant que papa. Quel âge il a, ton fils? Et il a 3 ans et demi. Voilà. Ça commence là. Ça, c'est génial, là. Si tu es passionné d'un sport, c'est pas la quantité des moments que tu vas passer avec lui, parce qu'il y a maman, parce que ça, c'est la qualité des moments. Qu'est-ce que vous allez partager ensemble? Ça peut être 1 ou 2 fois par semaine, mais de quelque chose, il va dire, ça, c'est moi et papa. C'est papa et moi. Ouais. Donc, c'est un sport. Le sport, c'est magnifique quand ils sont petits. Toi, tu arrives avec ton métier qui fonctionne très bien, tu commences à beaucoup tourner. DJ, c'est un métier où on voyage beaucoup. Est-ce que tu arrives à réguler ce temps avec tes enfants ou tu n'en as pas assez au début et après tu changes ton planning? J'en ai clairement pas assez parce qu'en 2000, j'ai le 2e album qui sort, j'ai la compile avec Céron by Bob Sinclair. Tu sens que ça commence à monter. Il y a un projet qui s'appelle Africanisme. Vraiment, 2000, 2004, ça explose. L'underground explose. Vraiment, ça devient vraiment, comme on dit, très overground, très crossover, un petit peu plus commercial. Tu sens que la scène électro va exploser, vraiment. Et là, à ce moment-là, Raphaël naît. Donc, il faut avoir une femme assez solide quand même. C'est là où on fait un deal, où on se dit, bon, tu vas pas travailler, tu vas t'occuper du petit, parce que moi, ça va me permettre de le voir un peu quand je veux. Comme je travaille le soir tard, je me réveille un peu plus tard, donc tu vois, l'après-midi, on fait des choses ensemble, etc. Oui, d'adapter. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a quand même beaucoup de sacrifices à faire. L'été, c'est les gens veulent danser, donc ils sont dans les clubs. Je suis dans les clubs partout en Europe. Les week-ends, les grandes vacances. J'ai pas de week-end. Ah bah ouais, putain. En fait, oui, parce qu'à un moment, tu dis, alors après, quand même, de 7-8 ans où ça commence à être difficile là, au niveau argent, t'as 30 ans, ça commence à payer, tu dis, il faut pas lâcher. Tu vas pas dire, non, bien sûr. Non, je vais faire qu'un week-end sur 2. C'est pas possible. Parce que tu penses que c'est parti. Non, tu penses jamais que c'est parti. Et tu te dis, moi, j'ai rien lâché et j'ai quasiment pas fait de grandes vacances avec mes enfants petits. Ah là là. Non, mais attends, je les voyais au téléphone, parce qu'en plus, mes enfants sont nés au mois d'août, les deux. Donc, je pleurais, j'ai eu des moments où je pleurais au téléphone, parce que je les voyais pas, parce que papa, tu nous manques, c'est très, très c'est dur, tu raccroches, en général, tu craques quand tu raccroches. Ouais, je craquais, parce que, tu sais, parfois, t'étais pas autant organisé, donc tu prends des vols réguliers, donc tu tapes peut-être 2-3 vols pour aller entre Ibiza, Mykonos, donc c'est génial, parce que tu vis ta passion. Au départ, tu portes des vinyles aussi, tu pars après des CD, donc c'est quand même très dur. Honnêtement, c'est très dur. Tu vis une passion, tu commences à gagner de l'argent, mais c'est un sacrifice. C'est un vrai sacrifice. C'est un sacrifice. Parce que le temps, tu le rattrapes pas.
Même si après, tu peux Alors, t'organiser pour l'avoir beaucoup de moments. C'est pour ça qu'avec l'expérience, je te dis que la qualité des moments, parce que j'ai toujours privilégié certains moments. Donc, tu vois, dans la semaine, le tennis, le sport, aller chercher à l'école. Et puis, ça a vraiment été toujours proche de mon fils. T'es resté proche d'eux? Et ma fille, bien que beaucoup. Toujours à fond. Et après, comme je te disais, la fille, c'est venu un petit peu plus tard, vers 13-14 ans. Je pense que le papa est le plus important pour les enfants, surtout pour la fille à l'adolescence. À partir de 12, 13 ans, 14 ans, c'est là qu'il faut qu'elle soit solide. Il faut qu'elle ait énormément confiance en elle. Et ça, c'est le papa qui te donne. Vraiment. Et pour le fils aussi, hein, bien sûr, sur le métier, Bien sûr, ouais. Tu protèges encore plus ta fille, même, je pense. C'est de la protection, mais c'est aussi de la mise en garde, c'est aussi attention. C'est pas attention, c'est mal, c'est juste te dire, bon voilà, qu'est-ce que t'en penses? Parlons, échangeons, qu'est-ce que tu ressens? Les copains, les copines, inviter les copains à la maison. Pour les connaître. Savoir qui tu vois. C'est bien, ça, c'est malin. Ah oui, tu découches jamais, c'est eux qui viennent dormir chez toi. Eh oui, parce que nous, on est des gens, on accueille les gens, voilà. C'est vrai que ça permet de voir qui c'est. Évidemment. Et puis, comme ils sont formés à ça, ils sélectionnent. Tu vois, les copains s'en vont, il y a des autres qui viennent, voilà, et on sait, voilà. Tu fouillais ou tu demandais, tu avais des trucs de protection, tu sais, il y en a qui peuvent voir, je te parle quand ils sont un peu plus jeunes, mais sur des applications, des montres avec un GPS. Moi, mon fils, dès qu'il y a un iPhone qui est arrivé, j'ai dit, ça va se passer là. Je veux qu'il sache comment on se sert de ça. Et il y en a qui disent, je ne donnerai pas un téléphone à mon fils avant 12 ans. Il sera à l'école, il aura un téléphone. Hein, et il aura accès à tout ce que tu ne veux pas lui donner quand il sur le portable de l'autre. Ouais. Non. On va ensemble sur ce téléphone, on en parle, et il n'y avait pas encore Instagram, tout ça, à cette époque-là. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il y avait le téléphone. Ils ont appris à vivre avec. Ouais. Je me rappelle d'un jour où ma fille, elle faisait une photo comme ça, en maillot de bain, sur un bateau. Je dis, moi, je trouve ça joli, c'est sympa, tes copines, super, mais non, pas bonne idée. Pas bonne idée, parce que ça va rester, ça crée une empreinte, ça sera tout. Voilà, c'est là. Donc, c'est maintenant. Tu connais pas les tordus qu'il y a derrière qui regardent les photos? Parce qu'il y en a des tordus. Putain. Est-ce que tu as déjà fait une erreur un peu drôle dans l'éducation, où tu sais, à un moment donné, tu as fait trop de ça ou pas assez de ça, où tu t'es dit, tiens, si j'avais dû refaire, je ferais attention à ça. Un conseil que tu pourrais donner aux parents, là, toi qui as eu 2 enfants. C'est difficile de donner un conseil. C'est la chose la plus dure, l'éducation, à éduquer un enfant, parce qu'ils naissent. Tu penses que tu les éduques de la même façon, mais ils sont tous les deux totalement différents. Mon fils et ma fille sont totalement opposés et super complémentaires. Alors qu'éduquer pareil, à peu près. Non, juste parler. Mais, je veux dire, je pense sincèrement, hein, et je vois par rapport aux parents qui sont autour de mes enfants, ils ont lâché. Ils ont lâché l'affaire. Et surtout les papas. Ah oui. Et surtout les papas. J'en connais pas un. Et qu'ils aient du pognon, qu'ils soient blindés, qu'ils soient milliardaires ou qui n'aient pas le sou, c'est les mêmes. Les mêmes qui portent pas les enfants, tu vois, qui les poussent pas, qui dit tiens, l'autre qui dit tiens, prends la carte bleue, vas-y, dégage, ou alors non, ton truc, ça m'intéresse pas. Tu sais, parfois, un mot, le pouvoir des mots, genre, je sais pas, la fille qui chante, tu vois, arrête de chanter, c'est horrible, tu vois, des petits mots comme ça. De pas accompagner. Tu vois, si la fille, elle va me chanter, donne-lui des cours de chant. Ouais, t'as été à l'écoute. Ouais, bien sûr, il faut encourager. Après, le truc, c'est qu'ils ont pas souffert. Le truc, c'est que quand tu encourages, quand tu portes, comme ça, tu es tout le temps là. Ma fille, elle me dit, mais papa, comment tu veux que j'ai faim? T'es là. Ouais. Ouais, c'est un sujet. Hein. Imagine la claque que tu prends. C'est un vrai sujet. T'es là. Je dis, oui, je suis là. Et alors, je suis là pour te pousser, pour te conseiller, trop là, pour te motiver. Et c'est dur, parce qu'elle a une pression. Ils ont une pression. Ouais, mais toi, t'as rien lâché, t'étais là, tu te rends compte, le succès. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du succès? Tu fais ce que tu veux. Ouvre un magasin de bonbons, qu'est-ce qu'on en a à foutre si tu aimes ça? Bien sûr. Je veux juste que quand tu te lèves le matin, t'aies le sourire pour aller là où tu vas. Voilà, trouve ta raison d'être, et c'est ça qui est important. Ils font quoi, les deux, maintenant? Raphaël, il recycle des vêtements. Alors, il adore le vintage. Moi, je suis un fan de vintage. Hein. Je vais aux puces, dans tous les puces du monde entier, pour chercher la pièce. C'est vrai? Ouais. C'est un blouson en cuir ancien ou pas que tu as? Non. Ça, c'est une veste que j'ai fait fabriquer chez un pote. Mais là, je suis pas venu en vintage. Je voulais faire un peu chicos. Sinon, je suis un peu pouilleux. Mais non, je collectionne les vieux jeans. Je suis addict au denim, à la toile du jean. Donc mon fils, évidemment, au départ, à 15-16 ans, il me dit « arrête de nous ramener tes vieilleries, là. » Parce que c'est pas seulement des vêtements, c'est aussi des meubles, c'est des photos. Je sais pas, ça peut être un peu tout. Je suis assez collectionneur compulsif. Et puis, au bout d'un certain temps, il commence à avoir des marques, des grandes marques, recycler aussi des vêtements.
parce que c'est un peu la tendance du moment. Et, mais ils rajoutaient leurs pattes et ils vendent ça, un jean 2000 €. Ouais. Non, je te jure, j'ai vu des jeans à 2000 €. Et moi, il me ramène le jean, il me montre ça. Et je dis, mais comment ça, 2000 € un jean? Et je regarde le jean, je regarde la patine, je dis, mais ça, c'est un truc que je vais trouver au plus à 50 balles. Ah bon, t'es sûr? Donc je l'emmène, et la passion absolue. Donc là, il recycle des vêtements, il a créé sa marque About Dreams, et il met son petit print dessus, il fait tout lui-même à la main. Je vous mettrai le lien en cliquable sous la vidéo si vous voulez aller voir. Ouais, non, mais bien sûr, avec plaisir, mais c'est super parce qu'il est artisan. Et il fait tout lui-même, tu vois. Et il est éco-responsable, c'est fantastique. Et ma fille, elle a bossé un peu à New York dans un magazine de mode, et elle est faite pour être DJ. C'est ça qui est terrible, c'est qu'elle a un talent de dingue, mais elle n'a pas faim. Ouais, ce que je veux dire. Mais c'est le problème de quand tu as été gâté beaucoup. Ouais, protégé. Gâté. Alors oui, gâté, mais bon, avec bien sûr des objectifs. Hein, parce que quand ton fils, je me souviendrai toujours de mon fils, il avait 16 ans pour le bac français. Il me disait, mais arrêtez de payer des... Parce qu'il ne bossait pas à l'école, hein, autant te dire qu'il foutait rien. Au prorata de ce qu'il a bossé et ce que j'ai payé, à mon avis, l'école me doit de l'argent. Hein. Donc je lui payais évidemment des profs particuliers pour qu'il ait son bac français, parce qu'en français, bon, ça tournait autour de 4, 5 sur 20, tu vois. Il faisait un effort. Et tu l'as mis en privé et tout, dans des bonnes écoles pourtant. Ouais. J'essayais de le mettre dans des écoles sympas pour qu'il soit plus assisté, tu vois, parce que je le mettais dans le public, c'était parti. Hein. Et il me dit, papa, arrête de payer des profs particuliers, je ne travaillerai pas. Mais en rigolant, hein, pas en se moquant, en disant, papa, tu sais qui je suis? Ah, je sais qui t'es. On devait partir en vacances, donc du jour au lendemain, pas de vacances, plus de téléphone, plus de basket, plus de machin que ça. Tout ça pendant 1 an. Donc il son bac français, bon, voilà. Et pour le bac normal, derrière, c'était je refais la même chose ou tu vas bosser? Non, il me dit, t'inquiète, je vais bosser. Donc il l'a eu à l'arrache, mais il l'a eu. Mais toujours des petites carottes. Putain. Et t'as pas dit si t'avais fait des petites erreurs? C'est intéressant. Tu te rappelles pas de particulières? Franchement, honnêtement, alors j'ai sûrement dû faire des erreurs, ils te le diront mieux que moi, mais vu la relation que j'ai avec eux aujourd'hui, et c'est vraiment sans aucune prétention, je te dis ce que je vois dans leurs yeux aujourd'hui, ce qu'on partage, ou l'autre à 24 et 20 ans, ils veulent encore partir en vacances avec moi, et disent qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir, où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va aller chiner. Je pense que j'ai pas fait beaucoup d'erreurs. Peut-être sur les réseaux, il y a parfois des trucs un peu rigolos, qui sont peut-être un peu borderline, peut-être, ou je sais pas. J'ai jamais tapé mes enfants, jamais. Ah non, mais pas taper, non, mais parfois tu sais, tu peux crier, tu t'énerves un peu parce qu'il t'écoute pas, et puis après tu te... Il faut crier. Ouais. Mais à crier avec les yeux. Oui, voilà. Pas crier n'importe comment. On parle d'autorité. En hurlant, on parle d'autorité. Je pense que tu sais, si tu as une complicité avec tes enfants et que tu es dans le juste, tu es dans la justesse, un regard, allez, tu te passes un peu là, tu tires un peu l'oreille, tu dis, mais attends, on parle pas comme ça à ta mère ou à ta sœur, j'en sais rien. C'est là le rôle du père aussi. Ouais, c'est difficile de gronder une fille. Très, très difficile. Parce que la fille, elle fait son petit truc comme ça, tu dis, c'est mort. Papa dans la poche. T'as inscrit ton fils à la boxe taille, j'ai vu dans une interview. Ouais, c'est un peu de ce dont je te parlais à l'époque, c'est qu'on a fait un peu de tennis, un peu de foot, et le monde est violent. Et moi, j'ai toujours regretté de ne pas avoir eu un père là, présent, qui m'a donné de la force, qui m'aurait donné de la confiance en moi. Donc j'ai mis beaucoup de temps à avoir cette confiance en moi et pouvoir me battre. Parce qu'à l'école, j'étais toujours le plus faible, toujours le plus petit. Tu vois qu'il est mignon avec ses petits yeux bleus, tu vois, tout ça. Mais il y avait toujours les caïds. On ne sait pas où ils sont aujourd'hui, hein, mais les caïds qui étaient là et qui font la loi. Donc j'aurais aimé faire un sport de combat. Et à 12 ans, on a vécu un petit moment à Los Angeles, parce que j'avais une résidence à Las Vegas, et c'était assez sympa. Et j'ai dit, allez, viens. Du jour au lendemain, on faisait 2-3 heures de boxe taille par semaine. Et ça l'a bien développé. Parce que t'avais... Pas pour se battre, mais à un moment, je pense que ça donne beaucoup confiance. Oui. T'as pas peur, parce que c'est toujours de l'intimidation que tu auras en face de toi. La violence partira pas direct. Non, mais est-ce que t'avais peur, comme beaucoup de papas, j'imagine, et beaucoup de parents, du harcèlement scolaire? Ça, c'est un truc qui fait peur quand t'as ton enfant qui grandit. C'est du harcèlement tu veux dire par les autres élèves. Qu'il se fasse emmerder à l'école, en gros. Ouais. Mon fils était un petit peu entre guillemets violent au début, un peu violent, mais un peu chahuteur, tu vois, un peu turbulent. Donc il avait tendance, lui, à secouer un peu les copains, où il se laissait pas faire. Et puis c'est surtout à l'école, tu sais, c'est toujours ton père, moi je préfère David Guetta, ton père c'est de la merde. C'est vrai. Ouais. Mais eux, super, on est content pour toi. Tu vois, ils ont toujours dans l'humour aussi, grondé dans l'humour.
Ça marche, l'humour. Ah, il leur sort des trucs comme ça. Ouais, parfois. ouais. C'est drôle. Juste pour Ils faire sont chier. taquins, mes enfants, ils sont taquins. Et petite question, c'est pas dans le truc, mais quand ils ont des anniversaires, tes enfants, leurs 18 ans par exemple, si C'est moi qui mixe. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que Évidemment. tu mixes pour les... Ah, je veux mixer. Je veux mixer absolument. Ça rattrape des anniversaires que tu as pu rater aussi? Ça rattrape. Non, mais parce que c'est là qu'on partage. Bah oui. Et la fierté, papa qui mixe, machin. Et puis eux viennent mixer aussi, tu vois, tout ça, on est dans le partage artistique. Ah oui, donc c'est des moments que tu peux Mais vivre. oui, bien sûr, bien sûr. En 2003, après la sortie de ton 3e album, DJ Yellow quitte le label après. C'est pour faire toutes les étapes de ta vie. Pour Ouais, bien sûr, arriver, bien sûr. 2005, tu vas devenir vraiment très célèbre grâce à Love Generation. C'est là que ça va exploser. Ouais. Ce titre, il te fait vraiment connaître de tout le monde. Je me rappelle, ça passait partout en radio. Ça a été vraiment en 15 jours. Ça... Ce qui est fou, c'est qu'on voit toujours les énormes tubes, on les analyse après qu'ils soient faits. Donc là, les gens me disent « Ah, Love Generation, ça ». Mais au moment où je le fais, j'ai un projet qui s'appelle Africanisme et je veux sampler, en tout cas collaborer, je veux faire du métissage. Je veux aller en Afrique, je veux aller au Brésil, je veux aller en Jamaïque, je veux aller dans les Caraïbes et je crée ce projet qui revisite un peu toutes ces couleurs. Et puis, me demande pas pourquoi, j'ai un copain à moi qui découvre un sample dans un disque, ah, c'est pas mal. Et dessus, sur ce sample, je refais jouer par un copain à la guitare et je commence à chanter, tom, tom, je fais le sifflet, je me dis, où est-ce que ça va? Je sais pas. Et puis, je vais souvent à New York trouver des chanteurs parce que c'est là où il y a les meilleurs chanteurs. Et je leur dis, faites rentrer les Jamaïcains, tu vois, appelez-moi des Jamaïcains, parce qu'à New York, il y a toutes les communautés. Et il y a ce Jamaïcain qui débarque. Et il y avait eu un morceau qui était sorti en Allemagne, qui s'appelait Funk Star Deluxe, qui avait repris un morceau de Bob Marley. Ça s'appelait Sun is Shining. Ils avaient fait une cover de ça. Il dit, attends, le côté reggae, c'est pas mal. Et je dis, avec la guitare acoustique, ça va peut-être matcher. Alors, on est 5 ou 6 dans le studio, hein. Alain Vizniac, Dwayne Arden, il y avait d'autres, bref, en tout cas, sur le titre, on est 3-4 personnes à le faire. Et dès qu'il chante sur le titre, je vois que la connexion se fait. Et je te jure, hein, me prends pas pour un fou, je pense que Bob Marley est dans le studio avec nous ce jour-là. Gary Pine, qui tourne avec les Wailers à la place de Bob Marley dans les années 80, amène cette énergie de cette île fantastique qu'est la Jamaïque, et il ramène, je sais pas, une onde, une énergie de dingue. Et il pose, c'est Bob Marley qui chante. Je sais pas ce que je vais en faire, je le fais écouter à David Guetta, Joachim Garraud, tous mes potes me disent, mais tu peux pas sortir ça. Ah oui? Non. Avant que ça sorte? C'est pas un morceau de club. Qui va danser là-dessus? Ah, incroyable. Moi, je leur dis, mais quand t'as joué 3-4 morceaux électro, que t'as donné ton énergie masculine, là, que t'es méchant, on veut un peu d'amour après. Bon, ben, on va voir. Putain, c'est fou. Ouais. Au début, même les pros, ils croient pas trop. Ah non, pas du tout. Bah, le morceau fait 7 minutes sur le vinyle. Donc, il y a 7 minutes de guitare acoustique avec un chanteur jamaïcain, mais qui me prennent pour un fou. Tu les écoutes pas, même quand ils te disent je suis pas sûr, machin. Et il y a même mon pote Alain Vizniac, avec qui j'ai fait l'album 3, mon 3e album, il me dit, tu peux pas le sortir sous ton nom parce que c'est pas disco. J'ai dit, mais moi j'aime ça. Et je le fais. Et le vinyle cartonne dans le monde entier. Et c'est là que Pascal Nègre et Philippe Laugier chez Barclay m'appellent en me disant, il nous faut ce disque. Et ça va devenir la musique officielle de la Star Academy. Alors, il nous faut ce disque. Ok, allez-y, sortez-le. Au mois de juillet, il m'appelle, écoute, il y a la Star Academy qui veut associer cette chanson donc il veut faire le générique de l'émission. Ouais. Je dis, vous foutez de moi, il y a hors de question que je donne ma musique, d'où je viens. Ouais, c'est pas d'où je viens, underground, tu sais, devenir premium. underground, le label et tout, associer sa musique à une émission de télé-réalité, c'était quasiment un peu dans ma tête. C'est antinomique avec ce se faisait pas. 4 semaines après, ça je me souviens, c'était autour du 14-15 juillet, donc 4 semaines après, autour du 12-13 août, Pascal me rappelle en me disant tu peux pas fermer la porte au succès. Il me dit ça fait 10 ans que tu es dans les clubs avec ton label, tout le monde sait qui tu es, ton matelas il est bien, il est assis, tu as le respect de toute la scène underground, fais-moi plaisir, accepte. Il a trouvé les mots, j'ai accepté, le morceau numéro 1 direct à la sortie en septembre, et c'est la première fois qu'à la télévision, un DJ est venu, parce que j'ai fait le morceau en live. Alors en live, j'appuyais sur play, et le chanteur venait chanter. Ah ben oui, parce que... Oui, bon, mais en tout cas, l'énergie était là, et comme il y avait du public, tout le monde se levait, et il y avait une énergie de dingue. Donc ensuite, tous les DJ, que ce soit Martin, David, ils sont tous venus dans l'émission. Et ça a donné beaucoup d'exposition à la scène. Et en termes de notoriété, ça te change la vie ou pas? Ah bah là, tu deviens identifiable. Là, ton visage est partout. Là, on commence à te reconnaître dans la rue.
Donc, ouais, c'est une certaine forme de consécration, honnêtement. Parce que quand tu fais un tube comme ça, t'es sur un petit tapis volant, tu vois. Les gens te disent que t'es un génie, tout ça. Bon. Faut faire attention à pas trop gonfler à ce moment-là. Est-ce que ça change ton quotidien? Bah, ça change que je suis appelé à jouer dans le monde entier, mais là, réellement, avec 3-4 dates par semaine, toute l'année. Donc, ça fait des 120, 130 dates par an. Voilà, c'est commence à être physique. Mais, écoute... C'est ce que tu as voulu. C'est ce que j'ai voulu, et c'est là. Pas se plaindre. Non, bien sûr, parce qu'il y en a qui sont restés à la porte de la French Touch, beaucoup. Mais il y en a aussi qui n'ont pas voulu. Pourquoi mon pote DJ Yellow est parti du label? Parce qu'il n'était pas... Tout ça, ça lui faisait un peu peur. Tu vois? Est-ce que quand un succès arrive comme ça depuis des années, tu arrives à garder un peu la tête froide, ou il y a un moment donné où tu te prends pour un génie? Non. Ah, mais ça serait... Attends, il y en a plein qui le disent. Ouais. Parfois, pendant quelques semaines, tout le monde te dit que tu es génial, bah, tu commences à le croire. Tu vois? Je pense que quand j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent, j'ai voulu sûrement faire évoluer mon statut social, que quand t'es petit garçon, on te dit toujours « Ah, faut que tu t'achètes une belle voiture, que tu portes une belle montre, que ceci, que ça. » Et pour toi... Tu te fais des kiffs. Ouais, tu te fais des kiffs. Mais c'est pas ça qui t'apporte de la confiance, tu vois. C'est ça qui... Tu penses que ça t'apporte un certain rayonnement ou un certain niveau social, mais tu restes au niveau social dans lequel tu es né. C'est-à-dire assez mode. Non, mais c'est vrai, je voulais pas... Tu vois, je voulais pas renier ce que j'étais avant, et puis ça m'a rien apporté d'autre qu'à part des faux amis. Donc, mais j'avais déjà une femme super, des enfants fantastiques, ma maman qui était toujours là. Mais bon, j'ai peut-être pris le melon un peu pendant 3-4 ans. Écoute, voilà, à un moment, j'avais le son du moment. Quand tu as le son du moment, ça veut dire que tous les DJ que tu admires jouent ton morceau, ouais. et surtout te disent « Waouh, incroyable !» Et puis c'est bien de vivre... Tu peux te un peu quand même. Ouais, est-ce que tu rencontres, à un moment donné aussi, est-ce que c'est dur avec les femmes, dans le sens où tu te fais draguer tout le temps? Est-ce que c'est un truc... Ça, c'est depuis toujours. Hein. Ah ouais? Ouais. Popeye. C'est Popeye, hein. Thierry Lhermitte. Mais oui. C'était Thierry Lhermitte dans les Bronzés à l'époque, qui était le beau gosse. C'est vrai que t'es beau gosse, toi, tu peux... Non, c'est gentil, mais c'est vrai que, bon, tu sais, quand t'as pas... Tu sais, les codes qu'on donne au mâle, à l'homme, quand tu as 16, 17, 18 ans, c'est, faut que tu tapes le plus grand nombre de gonzesses possible pour faire genre t'es un mec. Tu vois, alors quand ton papa t'a pas donné confiance en toi et que t'as pas dit bon c'est pas tellement comme ça que ça va se passer parce qu'il faut quand même respecter les femmes, tu vois, tu te dis bah oui, moi j'ai aucun talent pour le sport, dans la musique bon ça marchera jamais et finalement les filles m'aiment bien donc bon on va essayer. Il y a une histoire aussi que tu racontes où Paris Hilton serait venu avec un t-shirt avec toi dessus. Ouais, je lui avais envoyé un t-shirt, j'avais fait des t-shirts comme ça pour déconner, puis je l'avais envoyé à son manager et un jour elle débarque à Cannes avec ce t-shirt. Coquine. Non, parce qu'attends, elle a toujours rêvé d'être DJ et elle a fini sur le main stage à Tomorrowland. Une catastrophe quand même. Non, mais attends, ça c'est... Bon, après, c'est les réseaux sociaux, c'est dire aujourd'hui comment la popularité est devenue plus importante que le talent. C'est un autre sujet. Est-ce que tu t'es, quand tu as commencé à bien gagner ta vie, est-ce que tu as acheté une connerie que tu n'as pas utilisée, un truc un peu marrant, tu sais, où tu te... Que j'ai pas utilisé? Ouais, tu sais que tu as acheté une montre, une voiture, des trucs un peu où tu te fais plaisir, c'est cool quand on travaille des années. Est-ce que tu as acheté un truc où tu t'es dit, c'est vraiment de la merde, qu'est-ce que j'ai fait d'acheter ça, tu vois? Non, parce que j'ai toujours... Moi, tu sais, je suis un peu carré comme garçon. C'est-à-dire, j'achète un truc, mais toujours en pensant que ça peut prendre de la valeur. Donc j'ai acheté des petites montres un peu sympas, donc ça a pris de la valeur, je suis content. Après, je me suis acheté une Ferrari quand j'avais 36, 37 ans, que j'ai revendu immédiatement quasiment parce que je l'assumais pas. Il faut pouvoir assumer ces trucs-là. Non, j'assumais pas. Dans la rue, tu veux dire non, j'aimais pas. Vis-à-vis des gens, etc. Alors, pour cette marque-là, il y a toujours une adoration, mais c'est juste moi dedans, je sais pas, je trouve que ça le faisait pas. Non, mais ça, tu vois, c'est de là, le rouge un te va peu pas la bien. Panoplie non, je trouvais ça un peu moins. Pour parler de l'hygiène de vie, on en parlait rapidement. C'est un vrai sujet dans ton métier. Tu n'aurais pas duré aussi longtemps. Comme j'ai toujours voulu être sportif professionnel, hein, j'admire les sportifs professionnels. Et j'allais exprès dans un club de tennis parce que je savais que je pouvais manger. Je connaissais un copain qui connaissait Paul-Henri Mathieu, Nicolas Mahut, tous les pros. Et je regardais ce qu'ils mangeaient. Je me dis, ils doivent avoir un truc. Ils doivent manger un truc spécial pour bien jouer au tennis. Ils ont juste du talent. Mais en fait, leur hygiène de vie m'a toujours fait halluciner. Donc j'ai dit, je veux garder la même hygiène de vie. C'est-à-dire qu'avant de jouer, quand je mixe à 3h du matin, j'attends 10h du soir, 11h du soir pour manger un plat de pâtes. Ah ouais? Juste avant mon set, je prends 2 bananes avec une boisson énergétique. Parce que quand même, je ne suis pas un surhomme non plus. Hein. Mais j'ai jamais bu d'alcool, j'ai même jamais essayé. Non, c'est vrai? Non, un pote m'a fait goûter un vin de 1940, juste comme ça pour goûter. Mais
J'ai jamais fumé de cigarette. Par rapport à ton père, c'est pour ça que tu ça t'a vacciné par sur contre, ça. il a tout fait pour moi, tu vois. Je pense qu'il avait fait des provisions. Et moi, derrière, non, j'ai pas été jusque-là. Tu bois de l'eau? Ouais. Même pas trop de sucre, etc. Non, mais c'est intéressant. Un petit coca une fois par semaine. Non, je suis un peu rigide. Je suis un peu rigide parce que je me fixe des trucs. Parce qu'il faut se respecter, tu vois. Il faut être en forme pour sa copine aussi, tu vois. Enfin, ça, c'est un autre débat, mais il faut garder la forme. Il faut garder la forme. Tu fais beaucoup de sport? Ouais, je fais beaucoup de sport. Je fais 2-3 heures de fitness par semaine avec un super coach, Abdou, je t'aime. Je joue un peu au tennis. J'ai rejoué parce que je me suis fait opérer du bras, donc le tennis, c'est un peu ingrat. C'est difficile pour le corps, mais j'adore le sport, j'adore. Comment tu fais pour le sommeil? Quand tu te couches, tu dis 3 heures du matin, parfois tu commences à travailler. Le sommeil, déjà, c'est une habitude, c'est une gestion. Mais le sommeil, quand je fais une tournée où je peux enchaîner 35 dates de suite l'été, ou le sommeil le week-end, il faut toujours que tu reviennes dans ta vie normale. C'est-à-dire que si j'ai pas bien dormi vendredi, samedi, je me suis couché à 5 heures. Dimanche, tu fais une nuit normale. Oh là là. Un peu de mélatonine. C'est pas mal la mélatonine quand tu es en jet lag ou quand. Ah oui, des petits cachets pour dormir. Ouais, alors c'est pas un somnifère. Hein. Non, c'est la molécule que ton corps cache pour t'endormir. Quand tu t'endors, voilà, exactement. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, tu sais, si tu manges bien, si tu fais du sport, et puis à un moment, je vis ma passion et je suis toujours là pour t'en parler à mon âge. Et tu t'es jamais dit que tu allais, parce que 3 heures du matin, c'est quasiment comme un boulanger qui va travailler le matin. Tu t'es jamais dit que tu allais dormir? Je suis un boulanger. Je suis un artisan, j'en suis super fier. Mais est-ce que tu te dis pas parfois que tu aurais dit tiens, est-ce que tu inverses pas ton rythme de vie? Je me suis toujours demandé ça. Est-ce que les DJ dorment pas de 20h à 2h par exemple? Tu sais, un peu comme certains boulangers. Ça m'est arrivé de faire une petite sieste avant, mais tu te réveilles dans un état. Ah, t'as pas envie de mixer? Une fois, par exemple, je me souviens, je mixais à 4h au Pacha, à Ibiza, où j'avais une résidence, et il m'avait fait, toi, tu feras peak time, donc peak time, c'est le pic de la soirée, de 4h à 6h. 4h à 6h, on prend un petit déj, à 4h, on va pas jouer des disques. Si, tu vas y aller. Donc là, j'ai fait quelques petites siestes. Oh, ouais. Et tu te couches à quelle heure en général? Du coup, je me couche direct à 7h. Hein. Je fais pas d'after. Hein, non, mais il y en a. On n'est pas tous au même jus d'orange, mais il y en a qui, comme ça, pendant 48 heures, peuvent faire la fête. T'arrives à sortir encore pour ton plaisir, ou en fait, c'est comme ça devient ton métier, donc tu le fais beaucoup de fois dans l'année, t'as envie d'autre chose? Ouais, je sors voir des DJ, je m'intéresse, surtout à Ibiza. J'essaie de prendre 2-3 jours off avant pour aller voir des DJ que j'aime bien, voir les nouvelles tendances, m'intéresser à ce qui se passe sur Instagram, parce que parfois, là, tu sais, t'as ce que tu postes sur Instagram et la vraie vie de ce qui se passe en club. Donc la vraie vie, mais aussi ce que jouent les DJ. Donc là, tu vas voir. Ouais, je m'intéresse, bien sûr, j'adore. Moi. Quand t'es dans le milieu de la nuit, tout le monde doit vouloir te payer un verre, non? Quand ils savent pas que tu bois pas, et tout le monde doit arriver. Aujourd'hui, ils savent tous. Ah, c'est vrai? Mais ça m'est déjà arrivé, pour les petites anecdotes que tu me demandais tout à l'heure. Je suis en train de jouer, et d'un coup, je vois un mec me jeter une petite boule, un truc comme ça, tu vois, dans un petit sachet avec un petit boule qui arrive sur ma platine. Je regarde ce que c'est. Je dis, putain, le mec est sympa, il me donne des bonbons et tout, c'est sympa. Et je regarde le truc, et il y a une petite poudre blanche dedans. Et je le jette comme ça. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Tu vois, je veux dire, parce que les photos, les machins, les gens, tu vois. Je pense que tu diras, tout le monde, si tu auras Bob Sinclair, non, mais de toute façon, pour rester jusqu'à 6-7 heures du matin debout, il tape, c'est sûr. Il peut prendre de la coke. Toi, t'as jamais pris de drogue? Mais jamais de ma vie, j'y ai touché. Et ça, je peux te dire que jamais. Ouais, c'est peut-être et pourtant, mes dieux vivants, c'est-à-dire Prince, George Clinton, James Brown, tous ces mecs-là, des années 60-70, ils tapent de l'acide, ils tapent de la coke, ils sont tous à l'heure. Donc je me dis, putain, pour avoir du génie, il faut peut-être prendre ça. Ah oui, c'est des mecs qui étaient un peu... C'était pas un peu, mais c'était la mode. Tu te décris, c'est marrant, à un moment donné, tu dis, moi je suis un peu chiant, je suis une personne carrée, droit, je fais attention à ma santé, je bois pas d'alcool. Je suis pas chiant, je dis pas ça, c'est un peu... Alors aujourd'hui, c'est différent. Parce qu'aujourd'hui, le mec qui fait du sport, parce qu'on rentre dans la cinquantaine, donc t'as tous les mecs qui se sont tous bourrés la gueule pendant 30 ans, et qui disent comment tu fais pour être aussi jeune, pour rester aussi jeune. Et je leur dis, j'ai pas fait ce que t'as fait pendant 30 ans. Où tu me disais que j'étais ringard parce que j'allais pas me bourrer la gueule tous les soirs. En faisant... Mais tu sais, en France, on a cette culture de l'apéro. C'est toujours hyper social d'aller... Et quand t'es à un dîner où tu demandes tu vois, une carafe d'eau, bon, mais t'es plus dans le mood. Oui. Donc forcément, tu te sépares de certaines personnes. Et plus les heures avancent... T'es pas dans le groupe. Non, oui, dans une soirée, de toute façon, plus la soirée augmente. Mais depuis toujours, ça. Hein. Quand j'avais 17-18 ans, mes potes, ils buvaient un peu... mais ils pouvaient plus draguer. Donc les mecs qui boivent, ils draguent plus. Et toutes les jeunes filles qui voulaient se faire draguer, elles étaient là, donc j'étais là.
En 2007, tu vas mixer à la victoire de Nicolas Sarkozy, à la victoire de la présidentielle. Ouais. Comment tu te retrouves là-bas? Comment on t'appelle pour une victoire d'une présidentielle? Écoute, le cabinet de Nicolas Sarkozy m'appelle 2 jours avant, en me disant, ou la veille, je crois, je me rappelle plus, peu importe, il me dit, bon, on va gagner. Ah, il le savait déjà? Il ne le savait pas, mais je suppose qu'il y avait des tendances qui disaient qu'on va gagner, ou en tout cas, il prévoyait de gagner. On a la Concorde, je sais, c'était en quelle année, tu me dis? 2007? 2007, ouais, c'est dans les très très gros succès, là, on est le World Hold On, Roxy's Party. J'ai dit, c'est une belle exposition. Honnêtement, j'y ai cru. J'aimais beaucoup ce monsieur. J'avais mangé avec lui à l'époque. Ils avaient invité pas mal d'artistes. Ils faisaient pas mal de rencontres. J'ai dit, on y croit. Ouais, ça peut être une valeur en laquelle je pourrais aller. J'y vais. Ça m'a pas empêché de faire la fête de l'humain. Hein. Me mets pas des trucs. Non, on parle pas de politique ici en plus. D'accord. Mais c'est intéressant de comprendre le. Mais oui, il y avait vraiment un bel. Il y avait une belle excitation sur M. Sarkozy à l'époque. Parce qu'on te l'a reproché quand tu dis... Ouais, tu sais, les gens, ils te reprochent toujours un peu tout. De toute façon, dès que tu fais un truc à droite ou à gauche... Oui, c'est l'inverse qui te... Tu sais, on te reproche toujours. Le monde a vachement changé avec les réseaux sociaux depuis que tu as commencé. Toi, tu as connu vraiment l'arrivée en 30 ans des réseaux sociaux. Est-ce que tu regardes ce qu'on dit de toi, des commentaires? Là, par exemple, pour l'interview, est-ce que tu vas lire ou au contraire, tu essaies de t'enlever ça? Il y a toujours des rageux. Tu donnes un auditoire, tu donnes une place où les gens peuvent donner leur avis. Il y en a qui sont bienveillants, mais il y en a d'autres qui sont un peu rageux, tu vois. Donc forcément, il y a ce qui s'appelle le cancelling, tu vois. On cherche à casser de l'artiste. Par jalousie, bon, il y en a qui disent des trucs un peu tordus, mais moi, j'ai pas tellement de rageux. Oui, t'es pas en politique. Je suis pas tellement... non, puis je suis pas très engagé dans rien. T'es pas engagé dans... Ouais. Non, mais les gens te poussent à t'engager. Ah tiens, t'as pas parlé de ça, pourquoi Et tu regardes moins, du coup, Je regarde tout, moi, je suis... tu sais, ah, c'est vrai, t'aimes bien quand même. Je suis devenu acteur, je suis plus musicien. Regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, comme je te dis, il faut te créer ta communauté pour être toujours en demande. Les réseaux, ça m'excite. Je passe 7 heures par jour sur le téléphone. Quoi? Ah ouais? Mais ouais, qu'est-ce que je vais poster? Quelles sont les tendances? Comment je vais pouvoir engager ma musique? Comment je vais pouvoir mettre de la visibilité sur mon nouveau single? Non mais... C'est un fléau pour les jeunes artistes aujourd'hui. Parce qu'on me demande comment je... Bob, dis-moi comment je vais pouvoir faire de la promotion sur ma musique. Crée-toi d'abord une communauté. Ton talent, on en a un peu rien à foutre. Ce qu'on veut, c'est que tu fasses ci, ça et des conneries sur Instagram pour que les gens te prêtent attention. Et ensuite, tu vas peut-être pouvoir poster de la musique. C'est un fléau. Et tu as fait un morceau avec Robbie Williams aussi Exactement. En 2019. Comment tu te retrouves à faire un truc avec lui? Alors, c'est assez fou l'histoire parce que je me retrouve au lycée français à Los Angeles où mes enfants étaient. Et ces enfants étaient là aussi. Et il y a toujours à la fin de l'année un gala de charité auquel je me propose gentiment de participer parce que les gens quand même au lycée français de Los Angeles, ils sont quand même bourrés de pognon. Hein. Et donc, il y a des tables dans lesquelles tu manges et tu dois faire une donation par table. Et évidemment, les gens payent plus s'il y a des artistes qui viennent mixer ou chanter ou lire des poèmes. Oui, c'est un gala de charité. Gala de charité. Donc, je me propose pour jouer en tant que DJ. Je joue et je passe World Hold On. Et là, tu as Robbie Williams qui sort de sa table, qui vient à côté de moi et qui me dit « Je veux faire un titre avec toi comme ça. Je veux faire ce titre-là. » Je dis « Écoute, Robbie, ça va être difficile d'en faire 2, mais je vais essayer de produire quelque chose. » J'étais excité comme un fou parce que j'adore ce mec. Et je vais proposer un titre en 3 jours. Il me dit « Je pars en vacances à Tahiti, donc je reviendrai après. On va voir, on prend notre temps. » En 3 jours, il avait pondu une mélodie et un texte. Il m'a dit « Ça te plaît ?» Ouais, je dis « C'est pas mal, c'est pas mal. » On s'est retrouvés dans son studio à LA pour faire une maquette. Pas terrible, honnêtement pas terrible. Mais avant ça, il m'a dit « Attends, avant d'enregistrer, on va faire un ping-pong. » Parce que c'est un fan de ping-pong. Bon, il m'a battu. Je l'ai laissé gagner. Et on a enregistré. C'était pas fantastique. Et je lui ai dit « On va faire un truc, Robin, on va aller enregistrer à Londres. Je veux qu'on aille dans le studio de David Bowie, parce qu'il est grand fan de David Bowie. Donc dans lequel enregistrait David Bowie. Et j'ai dit, allez, on a été à Londres enregistrer là, et il y avait une belle énergie. On a fini le titre là. Est-ce que tu as des feats qui sont jamais sortis, ou que tu aurais aimé faire, et où c'est passé pas loin parfois? Non, j'ai essayé de contacter Bruno Mars, par exemple, des choses comme ça, mais bon... Oui, t'aurais aimé... Il n'a pas besoin de moi, hein, voilà. Ce qu'il y a, c'est souvent, les artistes américains, ils veulent savoir qu'est-ce que je vais leur apporter en Europe, tu vois. Quel est l'artiste avec lequel ils vont s'associer pour prendre de la notoriété, ou alors aller à Saint-Tropez ou à Ibiza. C'est drôle, dans la réunion parents-prof de tes enfants, tu as Robbie Williams à la fin de l'année, quoi. Ouais. C'est drôle quand même, ça te permet aussi de rencontrer d'autres personnes, c'est sympa ça. Mais c'est cool, hein. C'est cool. Oui, il est complètement normal. Ouais, c'est normal, mais tu vas pas non plus, salut, t'es un peu intimidé. Ah, c'est vrai? Bah ouais.
Est-ce qu'il y a des artistes qui font semblant d'aimer ce que tu fais? Est-ce que tu as déjà croisé des mecs qui ont fait un peu semblant? Salut mon Bob. Ouais, non, énorme. Énorme. Comment il s'appelle, le mec de Black Eyed Peas, là Will.i.am. On se croise dans une rue à Los Angeles. Pour croiser des gens à Los Angeles, je peux dire qu'il faut vraiment... parce que t'es quand même... Et puis c'est quand même. Voilà. Et il me croise, il me dit « Oh, incroyable! C'est ta musique qui m'a inspiré. » Tu les connais, les Américains un cinéma, le mec. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. Il m'a jamais appelé. Jamais. C'est vrai? Heureusement que je l'ai inspiré, parce que... Qu'est-ce que ce serait s'il m'avait détesté? Et t'as déjà eu un caprice de star, tu vois? Est-ce que t'as déjà été confronté à un caprice de star un peu drôle, un peu étonnant? Écoute, c'est pas vraiment un caprice de star qui est venu me voir au platine, parce que moi, je veux bien exaucer leur souhait, il n'y a pas de souci, je suis très généreux comme garçon. C'est juste que quand tu fais un featuring avec une star, par exemple comme Pitbull, il est super, il enregistre, il t'envoie les voix, ça se passe bien, on clear le titre, c'est-à-dire à sa maison de disque originale où il faut demander l'autorisation. Le titre sort, et tu dis, tiens, j'aimerais bien faire un clip. Et tu arrives à Miami, donne rendez-vous, puis aux dernières minutes, il dit, tiens, je viens pas. Parce que si je viens, il faut mettre 20 000 de plus. Quoi? À l'américaine, ils sont forts. Ils sont très forts. C'est vrai? Non, mais ils font du business, c'est du business. Aux États-Unis, il n'y a pas d'amitié qui tienne. C'est que du pognon. Quand tu l'as compris... oui, tu l'acceptes. C'est froid, en fait. Je les avais pas sur moi. Je dis, écoute, Pete, on fera ça toi. Putain, c'est fou. Ah oui, putain. Oui, c'est une manière différente de bosser avec les Américains que nous, les Français. Ouais, pognon. Voilà. Parce qu'ils savent qu'ils ont une durée de vie assez courte. Tu vois, les MC, tu vois, Fat Man Scoop, qui nous a quittés il y a pas longtemps, mais Fat Man Scoop, Pitbull, les chanteurs comme ça qui viennent et qui font la mode pendant 3-4 ans et après qui partent. Donc ils veulent encaisser un maximum tout de suite. En 2010, tu vas sortir l'album Made in Jamaica, avant qu'on parle du confinement, là. Tu dis que tu as eu la chance d'enregistrer dans des studios mythiques où personne ne peut aller, où personne ne va. Ouais. Comment tu as accès à ça? En fait, j'avais eu la chance d'aller en Jamaïque déjà une fois pour enregistrer plein de trucs, parce que à la suite donc de Love Generation et donc de la rencontre avec Gary Pine, je rencontre toute une équipe de Jamaïcains qui me dit un jour, faut que tu viennes chez nous. Je dis, génial, j'adorais. Alors moi, avec la propagande qu'il y a partout, tu penses que c'est dangereux. Alors, c'est dangereux, mais tu arrives dans un pays où, carrément, qui est béni des dieux. Donc, tu rencontres plein de gens, et donc tu as envie de revenir. Et moi, j'ai eu l'idée de faire un album à un moment de ma carrière où c'était un petit peu plus le creux, je disais au niveau des succès. Je dis, tiens, je vais revisiter tous mes tubes avec deux producteurs de légende que sont Sly and Robbie, qui ont travaillé avec toute la planète, et en particulier avec Serge Gainsbourg. Et ils ont produit 2 albums, donc Aux armes, etc., et Mauvaise nouvelle des étoiles, 79 et 81. Et j'ai dit, voilà, moi, ce que je veux, c'est réunir l'équipe avec laquelle Serge a travaillé. Je me demande pas pourquoi, je suis un fan de Serge Gainsbourg. Et je suis arrivé sur place, donc on a fait les deals, était encore le pognon, mais maintenant j'étais au courant. Donc pognon, tout va bien, t'arrives en studio, et t'as les mecs, donc t'as Sly qui joue de la batterie, et Robbie Shakespeare, qui nous a quittés aussi il y a pas longtemps, Robbie Shakespeare, qui lui joue de la basse, et qui t'attendent, et pas d'instrument, rien. T'as Sly qui est avec une MPC, donc il y a un instrument sur lequel une espèce de boîte à rythme. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi, je veux retourner en 79, avec l'orgue, avec le Rhodes, avec le vrai guitariste, les cuivres et tout. Ah bon? Parce que tous les jeunes nous demandent de la nouveauté avec des nouvelles machines, tu vois, pour faire du nouveau son. Mais moi, je voulais faire du son de l'époque. Donc, ils m'ont réuni toute l'équipe au grand complet qui avait fait tous les albums de Gainsbourg. Et j'ai eu la chance d'être dans le studio. Alors, pas le studio original qui avait brûlé, mais dans le studio de Shaggy. Parce que j'avais fait un morceau avec Shaggy. Putain, c'est fort. Dans lesquels, normalement, personne ne vient. Personne ne va en Jamaïque. Ils sont tous comme ça, déjà. Bon, quand t'es blanc, il faut quand même être annoncé. C'est pas une histoire de racisme, c'est une histoire de... faut que tu fasses partie de la team. Donc, si tu es présenté par les bonnes personnes, t'es cool. Et ça va, t'as été accepté? J'ai été accepté. J'étais dans les sound systems à Kingston, c'était énorme. Ce qui est fou, c'est que tu arrives... Bon, j'étais avec un copain, Jonathan, qui filmait un peu tout le truc, qui était génial, qui est un Paul, qui est 2 petits blancs, qui arrivaient dans le sound system où t'as tout le ghetto, clairement, de Kingston qui est là. Ils font un petit regard, ils sont perdus, les deux, là. Et t'as Sean Paul, Shaggy, tu là, il dit, cool. Il est cool, il est avec nous, tout ça. Et là, tu rentres dans un univers où le sound system, où le DJ est né. Parce que le DJ est né en Jamaïque. Le DJing, le sound system. Voilà. Dans les années 60, 70, je crois que même après la Seconde Guerre mondiale, il y a déjà eu des selectors. Et c'est la Jamaïque, mais le premier DJ, allez, on va parler un peu histoire. Le premier DJ hip-hop, DJ Kool Herc,
en 73, fait sa première block party avec le sound system de son père. Lui est jamaïcain, son père jamaïcain, son père faisait déjà des sound systems là-bas en Jamaïque. Donc tout vient de la Jamaïque. En mars 2020, moment du confinement, tu dis que c'est l'apogée de ta carrière. C'est mon plus gros succès. Qu'est-ce que tu fais pendant le confinement ? Le confinement arrive, je me rappelle, je suis à Dubaï la veille, et il y a une news, tu vois, une info qui se propage, et qui dit on va fermer le monde. Qu'est-ce que tu racontes, machin. Et le propriétaire du club nous annonce, voilà, il est 4h du matin, t'as fini ton set, nous allons fermer le club pour une durée indéterminée. Waouh, c'est violent. Mais moi, j'y crois pas trop. Je dis, en France, c'est différent. Donc, c'était un jeudi soir, je crois. J'arrive le vendredi en France et dit, oui, à partir de demain, tout le monde confiné pour 15 jours. Et moi, je me dis, c'est pas... Enfin, personne n'y croit. Ça fait un peu rumeur. Ça fait un peu bizarre. Hein, et je me dis, moi, tu m'enfermes pas. Hein. Moi, tu vas pas m'empêcher de faire mon truc. Donc, j'habite à côté de mon studio et je dis, allez, utilisons les réseaux sociaux pour une bonne cause. Et pour une fois, donc je vais me mettre sur Facebook avec 2 téléphones, Facebook, Instagram, live, et je vais mixer les disques qui sont autour de moi, on va voir tout ça. Donc je commence à mixer des vinyles avec un petit peu de CD, un petit peu de tout autour de moi, et je vois première session, 1 500 000 vues. Putain, c'est énorme. Je dis, mais on va refaire ça demain. On va refaire ça demain, donc 14h, 15h, on va le faire. Je remixe des trucs, je commence à arranger un peu le studio, 3 millions de vues. Putain, c'est monstrueux. Mais j'ai dit, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais partager la musique qui m'a inspiré. Je ne vais pas faire des mix de house, je vais faire de la funk, je vais faire de la soul, je vais faire de la French touch, je vais faire toute la musique qui m'a inspiré. Et tous les jours, je faisais un thème différent. Tu fais découvrir, quoi. Je fais découvrir ça. 3e session, funk, 7 millions de vues. Et Facebook France m'appelle en me disant, tu es le 2e ou le 3e plus gros streamer en France, là, des artistes qui font des trucs en ce moment. Est-ce qu'on peut te sponsoriser et te faire rayonner dans le monde ? Je me dis, avec plaisir, avec plaisir. Et du coup, j'ai fait... Alors, après 15 jours, ils nous ont annoncé 40 jours de plus. Donc, j'ai fait 55 mix. 55 heures de mix, de 14h à 15h tous les jours. J'avais un média, moi tout seul. Et puis, ça t'occupait, en plus. Alors, ça m'occupait 12 heures par jour, parce que pour renumériser, rééditer tous les titres qui devaient se mixer, si tu veux, parce que moi, j'ai des versions qui font 6-7 minutes, et j'ai toujours rêvé d'avoir une émission de radio à moi, une émission de télé, parce que tu fais là, j'ai toujours rêvé de le faire, mais autour de la musique. Comme dans le film Wayne's World, où ils squattent le garage de leurs parents en faisant une émission de télé pirate. Moi, je voulais faire ça autour de la musique, donc j'ai dit, c'est l'occasion de le faire. Et j'ai eu des retours de dingue. Il y a eu 100 millions, je crois, 100 millions de vues en tout sur toutes mes sessions. Putain. C'est un beau moment. Hein, bravo. Et tu disais, tu as eu des hauts et des bas, tu le disais avant. Moi, je n'ai pas vraiment remarqué ça, mais c'est intéressant. Il y a eu des hauts et des bas musicalement, parce qu'après, quand j'ai eu un gros succès, 2009, Martin fait un énorme tube, Martin Solveig. Après, David arrive avec une énorme collaboration avec les Américains. Donc c'est génial. Tout le monde à son heure explose, et c'est une espèce de French touch 2.0 qui se met en place. Donc, ça, c'est un stress quand tu es très connu de se dire, tiens, il faut vite que je retrouve quelque chose pour repartir. J'imagine ça doit être... C'est forcément un stress. C'est-à-dire, le succès, c'est une espèce de poison. Mais enfin, en même temps, c'est une... De drogue. C'est une drogue absolue. T'as touché les étoiles et après tu redescends. Bon, après, si tu te fais un stress en disant, ouais, qu'est-ce qui marche en ce moment ? C'est-à-dire que t'as fait un truc qui est un peu un ovni, et après, tu te dis, qu'est-ce qui marche en ce moment ? Il faut que je suive la tendance. T'es mort. Donc il faut continuer, tu fais de la musique de la même façon que tu la faisais avant de commencer, enfin au tout début, tu samples des vieux trucs. Donc j'ai fait un morceau avec Sugar Hill Gang, j'ai fait du rap, j'essaye d'aller un petit peu partout. J'ai pas autant de succès qu'avec les 3 plus gros titres de ma carrière, mais bon, c'est là. Et puis le fait des DJ, tu entretiens à travers les réseaux, puis si t'es un bon gars, les gens t'appellent, tu vois. Si t'as pas pris le melon à ce moment-là... Si on peut parler de 2-3 anecdotes de soirée terminées. Tu disais que tu avais été invité une fois et que tu avais pu mixer au manoir Playboy de Hugh Hefner. Oui. Comment c'était ? J'ai fait une compilation. Ça, c'est un grand moment. Hein. Ça, c'est un très grand moment. Hugh Hefner, quand même, donc créateur de Playboy, 1959, premier Playboy avec Marilyn. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Journal, évidemment, décrié à la base dans l'Amérique puritaine des années 60. Et j'ai fait une compilation disco avec un label anglais qui s'appelle Defected, et c'était une double compilation que je faisais avec Dimitri from Paris. Et Defected nous dit, on a l'occasion de faire une énorme soirée dans le jardin de Hugh Hefner, dans la Mansion. Parce que ça correspondait au disco, aux années 80, tu vois, Studio 54, donc ça correspond à l'imagerie du disco.
Et j'ai dit, bah oui, on va se régaler. On va faire sur cette soirée. Parce que Hugh Hefner organisait des soirées de charité 3 ou 4 fois dans l'année, donc jour de l'an, Halloween, puis, voilà. Et il reversait cet argent à des œuvres de charité. C'est le patron de Playboy, propriétaire. C'est le propriétaire de la marque Ouais, Playboy. Ouais. ouais. Donc richissime, super mansion, donc on l'a vu dans le flic de Beverly Hills avec toutes les nanas superbes, voilà. Et donc je joue dans cette partie, et j'arrive dans cette soirée et je découvre que le thème c'est lingerie pour les filles, donc le dress code, lingerie pour les filles et smoking pour les hommes. Alors c'est des clients, hein, bien sûr, donc ils payent tous l'entrée. Donc moi j'aime bien quand il y a 3/4 de filles, 1/4 de mecs, lingerie, smoking. Moi, ça me plaît, donc on mixe tout ça, après très sympathique. Puis tu as les playmates qui sont là, et tu visites la grotte. Il y a la grotte de... C'est quoi la grotte? Il y a la grotte, tu n'es pas au courant de la grotte? Non. Il y a une grotte dans laquelle tu as des espèces de princesses comme ça qui se baignent. Tu vois, Hugh Hefner, il est toujours entouré de jolies filles. Putain, c'est fou. C'était un personnage. Hein. Je sais pas si ça existerait encore aujourd'hui, ça. C'était une autre époque aussi. C'était une autre époque, mais enfin tout le monde était là de son plein gré. Non, attends, mais bien sûr, faut critiquer. Non, mais juste dire, tiens, c'est... En baby oil et tout machin. Non, c'était des soirées très, très sympas, sympathiques. Bon, voilà. Et tu vas aussi mixer à l'anniversaire de Roger Federer. Ouais, exactement. Ça, c'est incroyable. Alors ça, c'était de mon initiative. C'est que j'ai été voir Mirka, sa femme. Mon niveau d'anglais fait rire derrière, tu vois. Ouais. Je dis Roger. Roger, mais oui, Roger. Il fait Roger. J'ai été voir Mirka parce que comme je connais pas mal de joueurs, j'ai toujours un petit badge. Je suis assez fier parce que comme ça, je peux aller dans le player lounge. Tu vois ce qui s'appelle, donc c'est un peu le lounge des joueurs. Et je serre la main à tout le monde. Tu vois, bon, les gens connaissent ma musique, donc je fais un peu le fanfaron. Tu vois, je dis salut, tu vas bien. Je suis content parce que je les touche. Tu vois, je suis un fan. Donc je vais voir Mirka que je passais. Excusez-moi de vous déranger, Mirka. Si un jour vous faites l'anniversaire de Roger, je viens jouer pour vous gratuitement. Enfin, je veux dire, ce serait un bonheur de venir jouer pour vous. Et elle m'a dit, génial, je vous donne mon numéro. Et puis, 1 an après, elle m'a dit, écoute, on fait une surprise à Roger dans un hôtel à Zurich. C'est sa femme, c'est ça? Sa femme, parce qu'il ne peut pas sortir. T'imagines bien avec tous les sponsors qu'il a, puis c'est pas un gros fêtard, hein, sinon ça se saurait. Et donc, j'arrive et il y a ses grands-parents, toute sa famille, les sponsors, et donc on est 80, une centaine à peu près, et je joue de la musique, et lui vient aux platines, et il s'intéresse, il dit, comment un mec, mais... adorable. C'est vrai. Il y a un truc qui t'a marqué dans la soirée, un truc un peu cool? Non, mais il s'intéresse, le mec. Il dit, alors, comment on fait? Ah bon, et c'est pas trop dur? Mais t'as Roger, hein. À l'époque, il avait, je sais pas, déjà des grands chelems. C'était déjà une star énorme. Moi, je suis fan, mais je peux être intimidé, hein, sur des grands sportifs. T'as réussi à faire danser sa famille? J'ai réussi à faire danser sa famille. Je l'ai fait danser. Il est très fort sur le air guitar. Il est très fort, parce qu'évidemment, j'ai pas joué du Sinclair toute la soirée. Ça passait de AC/DC à chic, enfin, un peu de disco, un peu de rock. Je t'ai dit, les mariages, les bar mitzvahs, j'en ai fait beaucoup. C'était ma question d'après. Tu disais que tu avais fait des soirées de gens qui avaient beaucoup d'argent, parfois juste pour une dizaine de personnes. Me demande pas d'annoncer des chiffres, hein. Ça, c'est indécent. Non, ça c'est même pas le sujet. Okay. Et parfois les mecs te disent non mais laisse-moi les platines. Enfin, tu sais, c'est des mecs qui ont plus de notion de grand chose, quoi. Tu dois voir les mecs choses. se font plaisir. Voilà, ils se font plaisir. Ils ont rêvé d'être DJ dans leur jeunesse, et il dit voilà, moi je vais mixer avec les plus grands DJ du monde. Ça m'est déjà arrivé d'être avec, je sais pas, Afrojack ou Ricardo Villalobos, tous les trois dans une soirée. On est ensemble et on mixe devant 15-20 personnes. Incroyable, c'est vrai. De ouf. Mais bon, il y a des gens qui veulent se faire plaisir. Et puis on est là, puis c'est un peu la rançon du succès. Donc il y a un petit peu d'argent, lui est content. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Non, mais c'est chouette, c'est drôle. Et est-ce qu'il y a un type de soirée que t'aimes moins faire? Tu sais, dans ton... t'as toujours les soirées champagne, tu vois. Alors, j'adore Monaco, j'adore Saint-Tropez, j'adore tous les trucs voilà, dans le sud de la France, mais on a donné une place trop importante à celui qui a du pognon. Et maintenant, celui qui a la table, c'est un peu celui qui est... Bon, c'est aussi un peu celui qui paye le DJ, hein, très honnêtement. Voilà. Mais, donc, il veut se faire voir, donc il achète 25 bouteilles de champagne, et avec ses potes, il s'amuse. Oui. Tout ça, c'est les clubs à champagne, c'est toujours très dur, parce que les jolies filles veulent se faire voir aux tables des mecs à champagne. Donc moi, je suis un peu jaloux, parce que les jolies filles, elles venaient me voir, avant maintenant, c'est terminé. Elles vont voir le mec qui a du pognon. Est-ce que tu as déjà... encore 2-3 questions pour terminer, mais est-ce que tu as déjà dû couper une soirée plutôt que prévu pour une raison X ou Y, où tu es parti avant la fin? Non, je ne suis pas parti avant la fin, mais là, j'ai fait un gros festival cet été à Avignon. Et je commence à jouer, et les mecs savaient qu'il allait pleuvoir.
C'est ça qui est le problème. Ils n'ont pas prévu la bâche. Donc on a fait un quart de set où on a joué. Mais moi, je continue à jouer. Tu vois, je prends le micro. Il y avait plus de musique, tout a cramé, plus de sound system, plus rien. J'étais avec Big Ali. On commençait à faire chanter les gens et tout. Bon, mais m'enfuir d'une soirée parce que souvent, tu sais, il y a des DJ, ils ont ce qui s'appelle un rider, c'est-à-dire ce qu'ils veulent pendant la soirée, quel matériel, ce qu'ils veulent boire et autres. On ne sait pas quoi, mais voilà, et autres. Mais donc, il y a ça. Oui, j'imagine comment. Bon, et je vais te dire un petit truc après, une petite anecdote un peu sulfureuse. Mais moi, j'ai pas un rider extraordinaire, mais souvent, quand le matériel que je vois n'est pas celui que j'ai demandé, t'as des DJ qui se seraient cassés en disant c'est pas mon matériel, je me casse. Bien sûr, j'ai entendu ça, des histoires, et j'ai vu des mecs prendre un melon énorme. C'est pas la bonne platine, c'est peut-être les bonnes platines, mais c'est pas la bonne table de mixage. J'ai envie de lui dire, redescends un peu. Voilà, les gens ils sont là pour te voir, toi. Tu vas faire ton job. Oui, fait plaisir aux gens. Ça m'est jamais arrivé de partir d'un club. J'ai même, je crois, jamais raté une soirée, peut-être parce que j'étais dans les embouteillages l'avion. J'ai pas pu prendre l'avion, mais ça a été une fois, peut-être. Pas plus. Et c'est quoi ta fiche technique? Toi, tu demandes 2 bananes et une boisson énergisante. C'est ça, c'est ce genre de demande-là, par exemple? J'ai une fiche technique, franchement, qui doit faire une page, comparé à d'autres DJ qui ont 10 pages. Et des anecdotes qui traînent un peu comme ça. Il y a des DJ qui demandent des chaussettes blanches et des chaussettes vertes. Je me suis toujours dit, pourquoi une paire de chaussettes? Après, tu en feras toi-même la traduction. Et si tu veux, il y a des choses qui se passent dans ce métier qui sont assez extraordinaires. Il n'y a pas de jugement, mais ok, c'est drôle. De toute façon, tu dois en voir aussi. Tous les DJ ont leur propre désir. Question que je me demandais, est-ce que entre DJ, vous êtes plutôt copains, il y a de l'entraide, ou c'est un peu chacun fait son chemin? J'ai pas ressenti une entraide extraordinaire. Hein. Bon, moi j'ai toujours aimé travailler en famille, et c'est toujours cet esprit de famille qui m'a animé. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la French Touch, personne n'avait du succès, et puis on se tirait les enfants, tu vois, on se tirait les uns les autres, si tu veux. C'est-à-dire qu'on se poussait les uns les autres. Je faisais venir un DJ, tiens, on va produire ton disque, tiens, aide-moi pour faire la drum, tu vois, la batterie sur mon disque, toi t'es meilleur, vas-y, fais une petite drum. Et petit à petit, plus le succès venant, plus la notoriété a explosé, plus des jalousies se sont installées. Bien sûr, tu vois, j'ai fait un des premiers disques de Martin Solveig, tu vois, sur le label Africanisme. Avec David Guetta, on faisait des collaborations aussi sur Africanisme. Aujourd'hui, ce serait plus difficile. Chacun a ses projets, chacun a ses... Voilà, c'est très cordial, c'est très courtois. Après, avoir des amis dans ce métier, c'est pas facile. Hein. Et tu t'es déjà embrouillé avec un DJ de manière, une histoire un peu drôle en soirée? Ouais, on va pas dire de nom, mais en tout cas, pas de nom. Pour l'anecdote, j'étais au Papagayo un jour à Saint-Tropez, et un DJ était là, un DJ bien connu à l'époque, et je devais jouer lui jouait de minuit à 2h, moi je devais jouer de 2 à 4, et le DJ ce jour-là, je sais pas ce qu'il avait pris. Mais j'arrive dans le club, machin, et je vois le mec se met à vomir. Il se met à vomir dans la cabine. Donc, je sais pas, il avait pris des trucs. Trop alcoolisés, et plus, si affinité. Et le mec veut se ressaisir, et il veut pas lâcher les platines. Il veut pas les lâcher, parce que tout le monde l'a vu. Donc, il veut partir sur il veut repartir sur une bonne dynamique. Et le mec se met, il me dit, toi, tu rentreras jamais dans la cabine, et il veut se battre avec moi. Mais non. Ouais, je te jure. Et les videurs arrivent, et il se fait virer comme un malpropre du club. Bon, le mec n'a pas fait carrière après ça. Honnêtement, il était bien en vue à ce moment-là, mais c'est arrivé hyper rarement. Il y a toujours beaucoup de sympathie. Tu dis qu'il y a d'ailleurs les jeunes qui explosent d'un coup sec sans trop avoir galéré avant, ont du mal à durer. C'est très, très difficile. Tu dis ça dans une interview. Un énorme succès, tout de suite, de pouvoir perdurer. Tu vois, par exemple, j'aime beaucoup un artiste qui s'appelle Kungs. Oui. Kungs, il a lancé sa carrière avec This Girl, qui a été un numéro 1 Shazam monde. Comment tu veux survivre après ça? Et pourtant, il fait encore de très très bons titres aujourd'hui. Et est-ce que y a le mot boomer? Est-ce que parfois tes enfants en van te disent que t'es un boomer sur des trucs? Parce que même quand on reste un peu cool dans un environnement un peu plus jeune, etc. Est-ce que parfois t'as des codes et tu te dis ah ouais non putain ils disent plus ça comme ça, tu vois, ou des changements de mots? Par rapport à mes enfants, un truc comme ça. Ouais. Parce que les enfants, ils ramènent des nouveaux mots, des nouvelles expressions, des nouvelles façons. Ou alors, tiens, j'ai acheté ça. Attends, papa, tu vas pas porter ça quand même, tu vois. Est-ce que tu as des moments un peu drôles? Ça jamais arrivé, ça. C'est vrai? Ah non. Mais toi, tu t'habilles encore. Mais non, moi déjà, j'adore m'habiller, mais surtout qu'on s'habille. Bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est que ça m'arrive de demander à Raphaël des conseils. Il me dit, ah papa, tu devrais. Tiens, regarde ça peut être un truc intéressant pour toi. Regarde ce jean, il est devenu encore plus pointu que moi sur le vintage. Mais non, j'ai pas de différence. Non, c'est ça qui est un peu fou, c'est que
on est reparti sur les enfants, je peux en parler pendant des heures, mais c'est un peu comme si c'était mes meilleurs amis. Mais j'ai envie d'être tout le temps avec eux, avec les potes. Tu vois, il y a ces potes qui me font le site internet. Il y en a qui s'occupent de mes réseaux. T'as l'autre qui font du graphisme. Ah, attends, papa, je vais faire un truc pour toi. J'ai une idée. Tiens, on fait des réseaux. Ils débarquent au bureau. Tiens, faisons une petite story avec Paloma parce que ça engage à mort les enfants. Parce que comme je t'ai dit, pour vendre de la musique, il faut faire des trucs qui excitent les gens. Et notre trio vraiment explose sur les réseaux. Mais une différence de langage et tout, non, pas vraiment. Dernière question, c'est intéressant, tu dis l'arrivée des téléphones, des réseaux sociaux. Est-ce que ça te gâche des soirées que parfois tout le monde se met à filmer, j'en sais rien, et les gens dansent plus? Est-ce que ça t'arrive? Parfois il y a des images, tu sais, je crois que c'était pour la Coupe du Monde, ou je sais plus, tu sais, sur les champs, tout le monde filmait et finalement personne ne dansait. Non, ça c'est un fléau absolu. Je ne sais pas ce que cherchent les gens à faire ça. C'est-à-dire qu'ils veulent ils veulent capter le moment, peut-être sûrement avoir un souvenir, oui, garder un souvenir, mais ils veulent surtout être validés par les autres. C'est-à-dire, j'étais là, surtout les jeunes, j'étais à cette soirée, j'étais à côté du DJ, faisons une photo avec lui, je vais prendre de l'importance sur mes réseaux. C'est-à-dire que je pense que la jeunesse manque tellement de confiance aujourd'hui, tu vois, elle est tellement en insécurité qu'ils veulent exister à travers les réseaux sociaux. Ça va être une catastrophe. Ils créent un avatar, ils se créent une adresse, et ils veulent exister à travers ça. Évidemment, ils ne montrent pas ce qu'est la vraie vie. Ils veulent montrer que ça devient des gens importants. Voir l'expérience qu'ils vivent au quotidien. Pour un DJ, c'est une catastrophe. Parce que je veux partager ma musique, je veux les faire danser, et en fonction de ce qui me renvoie comme énergie, c'est là que je vais raconter mon histoire. Tu aimes ce que je joue? Attends, je vais te raconter autre chose. Là, j'ai fait un petit coup de gueule sur les réseaux qui a cartonné, une vidéo où, à la sortie d'un club, pendant 2 heures, les gens sont restés à filmer. Oh je sais pas ce qu'ils filment, À Mykonos, là. Je veux bien croire que je suis d'une grande beauté, quelque chose d'extraordinaire à ramener à la maison, mais sincèrement, voir un DJ passer 2 heures de disque, c'est d'un ennui absolu. Tu peux filmer 5 secondes pour envoyer un pote. Ouais, si je joue Wimbledon, voilà. un titre qu'ils aiment bien, allez viens, on fait une petite soirée, on était là, c'est sympa. Mais 2 heures, t'as payé 80 € l'entrée, les clubs, ça devient mais une fortune. C'est hyper cher. Vous êtes 2000 dans le club, même s'il y a 200 personnes qui font ça, ça tue la soirée, ça tue l'esprit de fête. Mais ça a été assez repartagé, respecté. Et à la suite de ça, les gens... Je pense que là, j'ai vu, c'était fantastique, les gens baissent les téléphones. Ah oui? Ouais, non, vraiment, il y a eu un impact. Et tu le dis à ce moment-là au micro? Non. T'as un micro ou pas, toi? J'ai un micro. S'il y a des DJ qui n'ont même plus de micro, je crois. Non, moi j'aime bien parler aux gens, super. Non, mais c'est la base de ça. Les gens, il y a des DJ qui sont quand même très prétentieux. Ils disent, j'écoute, vous jouez, vous dansez pas, je vous emmerde. Clairement, tu vois, moi je suis là, je fais mes 2 heures de disque, je prends mon pognon, je me casse. Moi, je veux que les gens dansent. C'est ma priorité. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite après? De quoi tu as envie que tu n'as pas encore fait? Non, ne me souhaite rien surtout, ça va me porter l'œil. Je suis là encore après 30 ans de carrière. Je viens de sortir un bouquin de dingue, les 30 ans d'Yellow Productions. Alors, c'est pas sur ma vie, mon œuvre, c'est sur la French Touch, c'est sur plein d'artistes, tout ce que j'ai, tous les artistes que j'ai produits sur Yellow avec mon pote, mon associé. Et ça, voilà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est surtout continuer à faire de la musique, continuer à en jouer. Regarde, Céron, il continue à jouer, il fait le DJ. J'ai vu Giorgio Moroder, qui avait produit Donna Summer à l'époque, et plein de tubes qui continuent à jouer, à faire des lives. Bon, Carl Cox, qui a 60 ans, qui est là, qui est plus demandé que jamais. Les DJ qui cartonnent aujourd'hui, ils ont entre 40 et 50. Ouais, c'est vrai. Il y a des jeunes qui sont là, mais les légendes, qui sont chez toi... Voilà, continue à faire de la musique. Comment on peut le décrire, le livre? Il y a plein de photos, plein d'histoires, tu racontes plein de choses, plein de rencontres. C'est clairement une Bible. Une Bible, un Coran, une Torah, enfin, prends-le pour toi. C'est vraiment c'est un joli partage avec tous les artistes qu'on a fréquentés, ceux qui nous ont inspirés, tous les artistes que j'ai produits, mais surtout le contexte dans lequel est née la French Touch, contexte musical, contexte politique. Vraiment, il y a une super team là-dessus. Un bisou à mon pote Jonathan Kluger, qui a fait toutes les photos. Qui m'a mis des QR codes. Les QR codes, tu le scannes, et tu as un titre à moi ou une vidéo qui nous a... Voilà, non, c'est super. Interactif, le bouquin. Oui, c'est ça, tu as marqué track à la fin. C'est quoi, ces chapitres ou c'est les chapitres. Oui, c'est comme un vinyle. Il est dispo sur Amazon? Il est dispo sur Amazon, il est dispo en Fnac, il est dispo partout, surtout sur mon bobsinclair.com.
Allez, précipitez-vous. Je vous mets le lien en cliquable sous la vidéo, si vous allez le chercher sur Amazon, on le fait à chaque fois, ça, et c'est important, ça permet d'aller plus vite, hein, comme ça vous avez le lien direct sous la vidéo. Si vous nous écoutez en podcast audio, je le mets dans la description du podcast, donc sur Spotify, Deezer, Google Podcast, etc. Vous allez dans la description du podcast et vous aurez le lien cliquable directement. Merci en tout cas de faire de Légende premier podcast là, sur tout ça au jour du tournage. Merci encore une fois d'être là de plus en plus nombreux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Du coup, on ne te souhaite rien, tu m'as dit. Non, mais me souhaiter, moi tu sais, je suis toujours là, d'essayer toujours faire de la musique, partager de plus en plus de choses avec mes enfants. Je suis impatient d'être grand-père, en mode beau gosse le grand-père, tu vois ce que je veux dire? Je ferai pas le chausson. Non, mais je suis très impatient d'avoir des petits enfants. T'as hâte d'être grand-père, ouais. J'ai hâte d'avoir des petits enfants. J'adore les petits, moi. Entre 1 et 6 ans, ouais. C'est barre de rire sur barre de rire. Ah ouais. Oh, c'est drôle en fait. Chaque seconde, il y a une vanne. Non, c'est vrai. Hein. C'est ouf. Je suis en Puis plein tu dedans, sais pourquoi t'es là. Ouais, je sais pas si ça a été ton cas. Moi, quand j'ai vu mon fils, quand il est sorti, j'ai dit ah ouais, d'accord. Donc en fait, c'est maintenant que ça se passe. Ouais. Tu sais pourquoi t'existes. Exactement. Ouais. Ça donne un sens à tout ça. Exactement. Alors qu'au début, tu te cherches et tu te demandes même comment t'as pu vivre sans eux. Ouais. Parce que toi qui es ambitieux et qui fais toujours des choses créatives, tu es toujours dans une course à la créativité. Tu te dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, donc tu es en espèce égocentrisme. Bien sûr, mais tous ces métiers sont très égocentrés. Ah ouais, non, mais en fait, non, il y a des êtres humains, donc il faut que je m'occupe d'eux. Il y a des êtres humains que tu aimes plus que toi. Je sais pas pour toi. Mais alors après, tu verras, parce que tu n'as pas encore vécu ça, c'est quand ils partent de la maison. Alors, ça, c'est très dur. Ah bon? Ah ouais, c'est horrible de voir partir ses enfants. Bah, t'imagines, tu dis, je suis pas d'accord. Vous êtes là, vous restez là. Bah, tu dis, nous, on a une vie à vivre. Bah oui, mais après, ils sont dans une espèce d'égoïsme où ils disent, bah ouais, nous, on est avec les potes. Bon, moi, mes enfants m'appellent tous les jours. Hein. On se tape des barres de rire non-stop, mais j'essaie de cultiver ça pour pas qu'ils me lâchent, tu vois. Ils sont partis à quel âge? Bah, c'est surtout un peu moi qui suis parti de la maison. J'ai été un peu viré aussi. Hein. Mais non, ils sont là. Ils sont pas... Parce que, tu vois, il a un petit appartement à côté de chez moi. Tu vois, j'essaie toujours de le laisser dans le marais. J'essaie toujours d'être le plus possible avec eux. Mais il faut les lâcher à un moment, sinon c'est pas possible. Certains invités m'ont dit qu'on aimait plus ses petits-enfants que ses enfants. C'est-à-dire que l'amour est encore décuplé, encore plus, parce que tu te dis que c'est le fils de ton fils ou le fils de ta fille. Puis peut-être parce que t'as pas à t'en occuper, parce qu'il y a quand même des... Hein, quand il est malade et que c'est le premier, tu te demandes toujours il est malade, qu'est-ce qu'il a, machin, t'as du stress. Parce que là, il arrive, il est propre. C'est ça. Tu le prends, bisous, papy, on adore là chez papy, parce qu'on a des bonbons, des gâteaux, machin. Tu leur donnes, parce que t'as aucune culpabilité de lui donner des trucs comme ça. Et puis t'as le temps, surtout. C'est vrai, c'est vrai. T'as le temps. C'est vrai, ça. Et t'as pas la pression de l'éducation, t'as pas la pression de tout ça. Ouais, mais je serai là. Moi, je dirais à mes enfants, cassez-vous, là, c'est moi qui m'occupe de lui. Ou d'elle. Pour terminer, t'as été moins stressé au deuxième qu'au premier? Bien sûr. Deuxième, c'est facile. Bah, le premier, c'est difficile, parce que, quand il pleure, tu dis, qu'est-ce qui se passe, là? C'est la découverte de tous les problèmes, en fait. Merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir de t'avoir. Merci Guillaume, c'est vraiment un bonheur. Je rappelle ton livre, Bob Sinclair et DJ Yellow, nos 30 ans de French Touch. L'anglais, c'est pas ton truc, hein. Je ne sais pas faire 3 mots en anglais. Je cherche un coach. French Touch. Si tu connais un coach. Faut que je te coach. Merci d'être venu. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous rappelle, je vous mets le livre dispo, si vous voulez, sur Amazon, en lien cliquable partout. Je vous mets tes réseaux sociaux, en plus, si vous voulez retrouver directement. Ouais, t'es sur quel réseau? Je te dis maintenant, Bob Sinclair, sur Sinclair.com et surtout sur Instagram. Oui, c'est Insta, je suis comédien maintenant, je te dis. T'as envie de jouer dans un film un jour? Ça sera un kiff? Non, tu peux pas dire que t'as envie. Tu peux pas te dire, usurper une notoriété que t'as pas méritée. Alors, si Luc Besson m'appelle en me disant, on va faire un Subway 2 et tu vas jouer le balayeur, tu vois. Moi, je veux un truc, je veux être grimé, je veux être maquillé, tu vois. Ou alors un truc de guerrier, un truc où il y a de la drogue. Moi, je veux être, tu vois, je veux... Tout ce que t'as pas pu faire. Tout ce que je connais pas, en fait. C'est ça. Ouais. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. On vous retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux, d'être là avec nous et puis de faire de Légende le premier podcast de France. Merci 1000 fois. Abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter, ça nous aide vraiment sur l'algorithme à faire pousser la vidéo, à la liker aussi. Merci encore une fois d'être là et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Merci à vous.